Vous écoutez Réel, saison 1, épisode 2, une conversation avec Armel Ostiou, scénariste, réalisateur et producteur. Réel. Bonjour et bienvenue dans Réel, saison 1, épisode 2. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Armel Ostiou, réalisateur, scénariste, producteur. Alors, Armel, merci d'avoir répondu à mon invitation, répondu positivement à mon invitation, de venir discuter avec moi du métier de réalisateur et de tes projets, bien entendu, de ton expérience. Alors, pour resituer un peu dans le contexte, on se connaît un petit peu, puisque avant même de se connaître, j'avais vu ton moyen-métrage Kingston Avenue à Clermont-Ferrand. Et ensuite, on s'était recroisés, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés lors d'une projection de ton dernier film, Le Vrai du Faux, qui est un documentaire dont on reparlera un petit peu plus tard. Et on avait échangé à ce moment-là, et on s'était retrouvés plus tard à Valence Scénario pour une table ronde où on avait parlé d'écrire en tournant, justement. C'est peut-être un sujet qu'on réabordera aujourd'hui. Avec plaisir. Dubitatif. Non, c'était bien cette table ronde à Valence. Et du coup, moi j'avais envie, je me suis dit, c'était vachement intéressant, on n'a pas eu assez de temps pour dire tout ce qu'on avait envie de dire. Et je me suis dit, bah voilà, qui est-ce que j'ai envie d'inviter sur ce podcast ? Bah Armel, pour qu'il nous raconte encore plus de choses. Et du coup, je te propose, Armel, c'est un peu une tradition de cette émission, un petit portrait en 10 questions pour s'échauffer un petit peu avant les échanges. Je vais te poser donc 10 questions. Du tac au tac. Alors la première question, ça sera si tu étais une actrice ou un acteur. Une actrice ou un acteur ? Ouais. Et ben, je sais pas, je dis ce qui me passe par la tête. Tu dis ce qui te passe par la tête. Ouais. Louise Brooks. Si tu étais une compositrice ou un compositeur de musique de film. Ah, si j'étais... Là, j'écoute beaucoup actuellement François de Roubaix, que je découvre un peu tardivement, mais que je trouve passionnant. Alors voilà, je Très bien. cite ça. Si tu étais une héroïne ou un héros de fiction. C'est une question piège, ça, ou pas ? Je dis... Qu'est-ce que je dis ? Je ne sais pas. Tu peux avoir un joker si tu veux. Je ne sais pas si je me sens très héros, moi-même. Si tu étais une salle de cinéma, ce qui est drôle, c'est qu'on vient d'en parler. Ah, et c'est une salle de cinéma. Bah alors, ça serait cette salle de cinéma abandonnée dont je viens d'apprendre l'existence, qui semblerait perdurer dans le temps, dans le quartier de Belleville où j'habite. Voilà, j'en sais pas encore beaucoup plus, mais j'ai entendu dire que cette salle existerait, fermée, abandonnée depuis une quarantaine d'années, et j'essaie d'en savoir un petit peu plus actuellement. Ça m'intrigue. Et si tu étais un pays étranger dans lequel tu voudrais tourner un film. Ah, dans lequel je voudrais... Ou dans lequel tu voudrais retourner. Écoute, un pays que je connais pas et qui m'intrigue beaucoup, peut-être c'est le Bhoutan. Je viens de voir un film, là, un documentaire qui s'appelle Agent of Happiness, qui parle un peu de ce pays, et ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Intéressant. 5 autres questions. Attention, quel est le film qui t'a le plus choqué ? Peut-être que les salauds de Pasolini, les Saint-Marjorie de Sodome, m'avaient un peu choqué à l'époque, mais dans le bon sens du terme, choqué. Je pense que d'ailleurs c'était un des souhaits de Pasolini de choquer à travers ce film. Le film qui t'a le plus fait pleurer ? Alors moi, je peux avoir une tendance assez facilement émotive, pas forcément qu'au cinéma d'ailleurs. Le plus fait pleurer, alors ça c'est peut-être des souvenirs d'enfance. Je me souviens, adolescent, avoir pleuré à chaudes larmes à la fin du cercle des poètes disparus. T'es pas le seul, je te rassure. Si tu devais te confier et nous donner ton principal défaut. La susceptibilité. Ah, je vais faire attention alors. Quel est ton état d'esprit actuel ? Mon état d'esprit actuel, un peu hivernal peut-être. C'est une circonstance saisonnière, mais j'ai toujours le sentiment que les circonstances saisonnières avaient des incidences assez fortes sur la psyché. Et enfin, pour finir ces 10 questions, quelle est ta devise favorite ? Impossible n'est pas français peut-être, ou à l'impossible nul n'est tenu, je sais plus, j'hésite entre les deux. Eh bien merci, maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va parler du métier des réalisateurs et on va commencer par les origines. À quel moment tu t'es dit j'ai envie de devenir réalisateur ? Est-ce que ça a été une vocation pour toi ou pas du tout ? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu plus tard ? Alors, ça c'est toujours une question intéressante
et complexe à la fois, parce que je pense que dans la vie, il y a des choses qui... Enfin, j'ai toujours été assez fasciné par les hasards et la façon dont voilà, la vie peut être perçue, et ça peut être d'ailleurs assez vertigineux comme pensée, comme une succession de hasards. Alors peut-être que pour conjurer cette idée-là qui peut effectivement faire un peu peur, il y a cette phrase je crois que c'est Éluard qui disait il n'y a pas de hasard mais que des rendez-vous, que j'aime bien, qui peut être un peu cliché, mais qui est peut-être un peu rassurante dans cette perspective de se dire que sinon on est comme une espèce de bateau livré au flot et aux éléments. Cette question-là, voilà, enfin sur les origines, je pense que il y a un peu de hasard, il y a aussi un désir peut-être d'aller vers quelque chose que je ne connaissais pas. Moi, j'ai grandi dans un milieu qui était où mes parents étaient professeurs, mais néanmoins cinéphiles. Mon père notamment nous montrait souvent à ma sœur et moi des films qu'il aimait quand on était enfant. Donc j'ai un peu grandi le dimanche après-midi notamment. Il y avait souvent des Hitchcock ou des John Huston comme ça qu'on regardait à la télévision. Il avait acheté un magnétoscope VHS quand j'avais 10-11 ans, et très vite je m'étais rendu compte que cet objet avait la capacité de programmer des enregistrements de films. Et notamment, enfant, les films les plus intéressants, souvent, c'est ceux qui passaient très tard, à l'heure où les enfants dormaient. Et donc, je m'étais très vite organisé pour programmer des enregistrements de films comme ça qui passaient un peu tardivement. Donc, c'est vrai que cette découverte de la cinéphilie, elle s'est faite paradoxalement par la télévision. Enfin, puis c'est vrai, ces émissions qui passaient à l'époque, là, le cinéma de minuit notamment, permettait de voir des espèces de chefs-d'œuvre assez régulièrement sur la télévision publique. Voilà, donc moi j'ai eu cette espèce de passion pour le cinéma, mais vraiment en tant que spectateur à partir de la fin de l'enfance, adolescence. Et l'idée de faire des films était quelque chose que j'avais peut-être en tête, mais qui me paraissait, à vrai dire, quelque chose d'un peu inaccessible, puisque je connaissais pas vraiment des gens qui étaient dans ce milieu-là. Sur des recommandations un peu familiales, moi j'avais commencé à faire des études de droit on m'avait dit que c'était un métier qui était plus que ça ouvrait en tout cas des perspectives plus sages et plus sérieuses de professionnels. Voilà, donc moi j'ai fait un peu ce cursus, j'ai fait ce cursus-là. C'est vrai que c'était aussi une période où assez vite je me suis dit que le droit c'était pas forcément une passion, mais en même temps l'avantage c'est que c'était des emplois du temps assez souples. J'étais à la fac de droit à Nantes, puis en Espagne à Saragosse, puis à Paris pour finir ses études de droit. Et à vrai dire, c'est 4-5 années là, après le bac, en fait, c'est des années où je faisais un peu le minimum pour passer d'une année à l'autre, mais en fait, où j'ai commencé vraiment à me passionner pour le cinéma, en fait, à commencer à fréquenter les ciné-clubs, les rétrospectives, un peu les festivals quand j'en avais l'occasion. Et voilà, peu à peu, en fait, j'ai développé cette espèce de cinéphilie, comme on dit, mais vraiment sans avoir une idée très claire, sans jamais vraiment me dire que ça pourrait déboucher sur autre chose qu'un amour du cinéma en tant que spectateur. On m'avait offert un appareil photo pour mes 18 ans, et donc c'est vrai que j'avais commencé à faire mais vraiment de façon autodidacte de la photographie, et puis c'est vrai que peu à peu en fait cet objet me plaisait, j'ai commencé un peu à mettre à développer moi-même les photos. On m'avait donné un vieux comment on appelle ça, révélateur, agrandisseur qui permettait donc dans ma salle de bain, je faisais des sessions comme ça de tirage de photos. Donc il y a eu un truc un peu qui est né après, en fait, que j'ai commencé vraiment la pratique, elle est née de façon très autodidacte avec ce vieux Pentax argentique, mais qui me permettait de me rendre compte que l'image c'était quelque chose pour lequel je sentais une passion qui grandissait. C'est-à-dire que autant le droit j'allais un peu à reculons, autant tout le temps que j'avais de libre, c'était je me mettais de plus en plus à faire de la photo, à voir des films. Et l'année où je suis donc arrivé à Paris pour finir ce cursus de droit, où je faisais un DEA de sciences politiques, parce qu'en fait, plus j'avançais dans le droit, plus je me rendais compte que les matières, ce qui m'intéressait le plus, c'était les matières qui étaient les moins juridiques. Donc j'essayais un peu d'aller davantage vers les philosophies du droit, tout ça, les choses qui étaient un peu plus qui s'éloignaient du droit au sens le plus strict. Et en résumé, en fait, donc cette année où je suis arrivé à Paris, le droit arrivait à son terme, donc il fallait vraiment que je prenne une décision sur la suite. Et j'avais entendu dire qu'il y avait cette école de cinéma public à Paris qui s'appelle la FEMIS. J'avais essayé à l'époque, oui, il n'y avait pas Internet encore, donc c'était la fin des années fin du XXe siècle. J'avais trouvé un numéro de téléphone sur les pages blanches, j'avais appelé, ça répondait pas trop. Et pour revenir à la question des hasards, un jour je vais à la
bibliothèque du film, parce que je faisais un mémoire justement sur la question de la censure au cinéma, notamment sur l'exemple du film de Godard, le petit soldat qui avait été censuré à l'époque de la guerre d'Algérie. Donc j'allais à la bibliothèque du film emprunter des livres sur ce sujet. Je veux sortir de la bibliothèque, la personne du guichet n'était pas là, donc je l'attends un peu parce qu'il fallait qu'elle bipe les livres que j'empruntais. Mon regard se perd un peu dans les petites annonces, les affiches derrière le guichet, et là je vois une petite annonce qui dit inscription à la Fémis, date butoir, et je vois que c'était le jour en question. Ah oui. Et je vois que c'était indiqué que les inscriptions se faisaient à l'époque par Minitel. Ok. Et donc je sors de la Bifi, je vais dans une agence France Télécom, il y avait des Minitel en libre service, je crois, et je tape mes coordonnées et je m'inscris. Voilà, c'était le dernier jour, enfin, mes inscriptions étaient possibles. Et ensuite, voilà, un peu à ma surprise, j'avais été ensuite pris à la Fémis en m'inscrivant au concours Images, parce que voilà, c'était un peu grâce à la photo, le domaine dans lequel j'avais un petit peu d'expérience, un petit peu de connaissance sur les dimensions pratiques et techniques. Et donc, voilà, au mois de septembre de la même année, j'avais débuté des études à la Fémis, qui ensuite m'avait un peu mis le pied à l'étrier pour la suite. Et justement, c'est intéressant parce que j'allais te demander pourquoi tu avais choisi la section images. Tu as plus ou moins répondu, mais qu'est-ce que ça t'a apporté de suivre la section images dans ton travail de réalisateur par la suite? Alors, c'est vrai qu'au moment de l'inscription, je ne savais pas du tout comment l'école fonctionnait. Je ne savais pas du tout d'ailleurs à quel point c'était aussi compartimenté entre les sections. Moi, c'est vrai que j'avais regardé un peu ce qu'on demandait pour le concours. Il y avait une dimension un peu pragmatique, en me disant, bon, je ne pensais pas vraiment que je serais pris, mais je m'étais dit, bon, image, c'est peut-être la section dans laquelle j'ai le moins de chances, ou le plus de chances d'être pris plutôt. Et effectivement, ce qui avait été le cas. Après, je dois avouer qu'une fois dans l'école, j'avais été un peu à la fois, bon, l'image m'intéressait beaucoup, et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui me plaisait dans la mesure où il y avait un apprentissage très concret, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres sections. Bon, après il y a quand même des techniques à apprendre, mais c'est vrai que dans l'absolu, je pense que la réalisation, scénario, enfin, ça dépend peut-être davantage de ce qu'on a déjà en soi intrinsèquement, même si on peut apprendre des choses. Mais l'image, concrètement, il y avait vraiment un apprentissage très concret de choses qui tenaient à la prise de vue, aux caméras, à la lumière. Enfin, des choses qui m'intéressaient d'ailleurs beaucoup. Après, effectivement, peut-être mon regret, c'était d'être un peu cantonné là-dedans, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'occasions de s'expérimenter à la réalisation, en tout cas de mener des projets qu'on pouvait réaliser intégralement. Et une des rares opportunités qui était donnée, c'était le travail de fin d'études en images, qui devait être justement un film avec une approche technique, mais ensuite dans lequel il y avait une forme de liberté de réalisation et de mise en scène. Et c'est vrai que ce projet-là, ça a été un projet qui m'avait tenu à cœur, parce que je sentais que c'était un peu le moment de la scolarité où j'allais pouvoir mener un projet à bien. Et je m'étais lancé sur un film qui s'appelle Solo, un court-métrage, avec un enjeu technique qui était le travelling dans l'axe optique. Donc le film consistait en une espèce de long travelling comme ça, qui ne faisait qu'avancer en passant de lieu en lieu. Donc il y avait un enjeu technique qui était assez précis, avec en plus à l'époque des enjeux d'effets visuels, parce qu'on passait dans différents lieux comme ça, dans une espèce de travelling perpétuel, et avec des transitions qui se faisaient notamment par des fonds verts, des choses comme ça, qui étaient à l'époque, c'était un peu le début de ces possibilités-là, d'autant plus qu'on tournait encore en pellicule, donc il fallait conjuguer l'argentique avec des effets numériques via des systèmes de digitalisation, mais tout ça c'était un peu nouveau à l'époque. Et c'est vrai que ce film, j'en parle parce que ça a été à la fin des études, et donc je faisais de l'image, et c'est quelque chose qui m'intéressait, mais j'avais aussi ce désir peut-être de réaliser des films, même s'il y avait quelque chose peut-être sur la question de je savais pas, j'étais pas sûr en fait d'avoir cette capacité-là aussi. Cette trajectoire, je l'avais faite de façon m'interrogeant pas mal sur la question je sais pas comment dire, un peu la question de la légitimité aussi à faire des films. J'étais pas sûr en fait d'avoir cette légitimité là, enfin où je m'interrogeais en tout cas sur ma capacité à faire des films tout simplement. Et ce film ensuite, voilà, avait été plutôt bien accueilli en festival, avait beaucoup voyagé dans pas mal de festivals, dans pas mal de pays, j'avais reçu des prix et tout, et je pense que ça avait été moi je l'avais perçu comme un vrai encouragement ensuite, une fois l'école terminée, à me dire, mais en fait peut-être que je peux aussi à la fois travailler l'image. Moi ça m'avait toujours plu de travailler l'image, à condition d'être sur des projets
que je trouvais intéressant. Et là, j'avais compris aussi que c'était pas toujours, enfin, justement, toujours le quand cas, tu es chef opérateur, c'est pas forcément, idéalement, c'est ça, il y a cette le rêve, c'est voilà, de travailler avec sur des projets auxquels on croit, mais c'est pas forcément toujours le cas. Obligatoire. Alors qu'effectivement, si je faisais mes films, a priori, j'avais envie, enfin, j'y croyais, enfin, en tout cas, c'est des projets que j'avais envie de porter. Et voilà. Et pour répondre peut-être plus directement à ta question, le fait d'avoir acquis cette connaissance de prise de vue, ça m'a permis par la suite justement de faire des films où je pouvais être moi-même le directeur de photographie de mes propres films et de faire des films peut-être aussi plus simplement dans la mesure où pouvoir initier des films sans forcément avoir beaucoup de budget puisque je pouvais être le propre opérateur de mes propres des projets que j'avais en tête. Ce qui est plutôt pratique, effectivement. Prochaine question, ça serait du coup, comment est-ce que naît l'idée ou le désir d'un film pour toi ? D'où est-ce que ça part ? Alors ça, c'est une question intéressante aussi, parce que je pense que c'est des choses qui sont un peu très très entremêlées là. Je pense qu'il y a, parce que je pense qu'il y a dans la question il y a presque deux questions. Enfin, c'est la question du désir conscient et du désir inconscient. Et je pense souvent, mais là on s'aventure dans des domaines un peu psychanalytiques, non, mais que c'est ce désir-là. Enfin, je sais que souvent chez moi, j'ai pris conscience a posteriori de lancer l'idée du film. C'est-à-dire que souvent l'idée d'un film elle va naître parfois d'une image, d'une séquence, d'une situation. Ou d'une réflexion, enfin d'une idée qui peut être assez concrète et concise. Mais c'est vrai que souvent, ça m'a me surpris, le film terminé, des années plus tard, de prendre conscience d'autres enjeux qui étaient des enjeux inconscients, qui étaient aussi à l'œuvre, je pense, dans le désir de raconter quelque chose ou de dire quelque chose. Et là-dessus, je pense que cette question, après, elle ouvre la question d'ailleurs des thèmes récurrents d'un film à l'autre. Et c'est vrai que je pense que souvent, mais ça, c'est pas que pour des cinéastes, je pense que c'est presque une question sur l'acte artistique, l'acte de création, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on est mu par quelque chose, par une idée. Et moi, je sais que les cinéastes qui m'ont inspiré, les cinéastes qui continuent, enfin que je continue à suivre, c'est toujours très intéressant de voir comment d'un film à l'autre, même quand le film n'est pas le même, ou même quand on sent qu'il y a des choses qui sont en jeu. Et là, ça pose presque une question un peu presque nietzschienne, j'allais dire, en tout cas sur ces questions des motivations. Est-ce que l'artiste n'est pas lui-même à la merci ou l'objet de quelque chose d'autre qui le traverse, qui le dépasse? Ça peut sembler un peu pompeux, mais je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça, j'aurais tendance à dire qu'après, ça remonte du coup à des choses qui sont peut-être liées à l'enfance, liées à des choses très lointaines, presque oniriques. Enfin, voilà. En tout cas, moi, je sais que c'est des questions qui m'intéressent beaucoup. Et ça m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, de suivre en fait la filmographie de certains cinéastes et de voir que malgré la tentative parfois, où moi, je sais que moi, j'ai ce désir-là, en général, d'un film à l'autre, justement, de ne pas essayer de me répéter, ou en tout cas de trouver des formes qui se différencient l'une de l'autre, peut-être aussi par peur de m'ennuyer, ou en tout cas d'envie d'explorer des choses qui sont différentes, et que malgré tout, il y a des thèmes qu'on retrouve comme ça, et ça c'est quelque chose que j'aime observer aussi chez les cinéastes que j'aime. D'ailleurs, je pense à ça parce que j'ai vu il y a pas longtemps le dernier film de Alain Guiraudy, un cinéaste que j'aime beaucoup, et son dernier film, Miséricorde, j'ai trouvé que c'était peut-être un de ces films moi qui m'a beaucoup plu, peut-être parce que justement on sent que dans ce film il essaye un peu de traiter, enfin en tout cas d'essayer de raconter les choses de façon un peu différente, et que malgré tout ça revient et ça revient de façon d'autant plus intéressante que les choses sont peut-être plus souterraines, exactement, latentes, sous-jacentes, souterraines, et néanmoins là, et il y a cette espèce de thématique, et voilà. Et pour revenir à cette question de l'inconscient, là, j'ai eu une espèce de surprise il n'y a pas longtemps, justement par rapport à ce film dont tu parlais là, le Vrai du Faux, qui est le dernier long métrage que j'ai réalisé, qui est sorti il y a presque 1 an déjà au cinéma. On reviendra peut-être là-dessus, mais qui est un film qui se passe au Congo. Et un jour, je monte le film
dans une école de cinéma où j'intervenais parfois au Costa Rica, dont le directeur des études est un ami cinéaste, cinéphile et critique aussi. Et il me dit, mais en fait, Le Vrai du Faux, c'est un remake d'une histoire américaine. Le film que tu évoquais, que j'avais tourné à New York. Et alors là, je tombe des nues, parce que pour moi, c'était deux films qui n'étaient pas du tout conçus pareillement et qui n'avaient pas le même propos. Et puis il me dit, mais si en fait, tu as un personnage principal qui est perdu dans une ville gigantesque, qui ne le connaît pas, labyrinthique, et qui cependant a une idée en tête et qui essaye de s'agripper à cette idée comme une sorte de guide dans ce labyrinthe. Et une fois qu'il formule ça, je me dis, mais oui, ça me paraissait évident et limpide, alors que jamais j'avais fait ce lien par moi-même. Ouais, c'était pas conscient. Tant que tu le dis, c'est assez évident. Et on a besoin de ce regard extérieur dans notre travail pour prendre conscience de ça. Et peut-être que parfois, c'est bien de ne pas le savoir aussi, tu me diras. Ça, c'est une autre question. Ouais. On verra pour cette question plus tard. Mais justement, tu parlais de suivre la filmographie de cinéastes. Quelle est la réalisatrice ou le réalisateur que tu admires le plus ? Alors ça c'est des questions intéressantes et compliquées aussi, parce que c'est toujours difficile d'en choisir qu'un. Non, mais c'est compliqué parce que moi j'ai le sentiment, c'est ça, qu'il y a évidemment des cinéastes qui ont été très marquants de par leur découverte. Après, c'est vrai, comme ces découvertes, elles remontent aussi à cette époque dont on parlait, des années d'études, etc. C'est un truc que j'ai dévoré à cette époque-là et dont j'ai vu et revu tous les films, mais que ensuite, après, voilà, les ayant vus, on s'aventure vers d'autres choses. J'aurais tendance à dire que c'est des listes qui évoluent aussi. Et d'ailleurs, je trouvais ça intéressant. J'avais un ami à la Fémis qui disait qu'au lieu de faire des listes de façon ancrée dans le marbre, comme ça, des cinéastes marquants, on devrait plutôt la refaire tous les ans, parce que finalement, c'est intéressant de voir aussi comment cette liste, elle évolue à travers le temps et puis à travers le cheminement que soi-même on fait après en tant que cinéaste ou spectateur d'ailleurs. Après, voilà, pour répondre à ta question et revenir à ses origines, je crois qu'un des premiers chocs cinématographiques et esthétiques de ces années étudiantes, ça avait été la découverte de Tarkovsky, parce que la toute première fois que j'avais vu un film de Tarkovsky, c'était à l'époque où j'habitais à Nantes. Il y avait un petit cinéma assez génial qui existe toujours à Nantes, qui s'appelle le Cinématographe, qui était pas très loin du quartier où j'habitais avec mes parents, et où il y avait régulièrement des cycles assez surprenants comme ça de cinéastes dont j'ignorais complètement l'existence, et au cours d'un de ces cycles, voilà, j'avais pris une place et le film c'était Stalker. Voilà, j'allais voir ça comme j'aurais pu aller voir dans le même cycle. Je me souviens, c'était un cycle assez surprenant. Il y avait aussi Ferrara, Mizoguchi, enfin cette espèce de rencontres de cinéastes que je ne connaissais pas du tout et qui étaient d'ailleurs, dans le cas de Ferrara et de Mizoguchi, devenus ensuite des cinéastes assez marquant, mais c'est vrai que parmi ceux-là, je me souviendrai, je pense toujours de cette expérience de découvrir Stalker, parce que je crois, et c'est ça, en ça que ça m'avait beaucoup marqué, j'ignorais complètement l'existence de ce genre de cinéma, et je me souviens très bien voir ce film et me dire, mais ça existe, en fait, ce genre de cinéma existe, on a le droit de faire ça. Enfin, il y avait une espèce de truc très très libératoire, et c'est peut-être ça d'ailleurs qui est marquant quand on découvre des cinéastes aussi forts et aussi puissants que Tarkovsky ou d'autres. Mais c'était effectivement de se dire, ceci existe. Et il y avait effectivement cette idée de se dire, on a le droit. Tiens, d'ailleurs, en parlant, le droit, ouais. Voilà, je me rends compte. On parlait d'inconscient, je vais m'allonger sur le divan qui n'est pas dans cette pièce. On a que des chaises, donc ça va, tu es sauvé. On avait le droit de faire un cinéma de cet ordre-là. Et pour aller plus loin sur cette question justement des cinéastes marquants, je crois, et Tarkovsky peut-être c'est un des cinéastes qui allait le plus loin à mon avis dans cette possibilité-là d'associer le rêve et le film. Et j'avais lu après, quelques années plus tard, Lanterna Magica, là, le recueil de mémoires de Bergman, qui d'ailleurs, à ma grande surprise, évoquait Tarkovsky, parce que pour moi c'était des cinéastes des cinémas assez différents, et justement il dit que pour lui Tarkovsky c'est le cinéaste qui manie le mieux cette espèce de rencontre étrange et fantastique entre le rêve et la réalité via le prisme du cinéma. Et je crois que cette question-là, moi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Les cinéastes qui m'ont peut-être le plus marqué, c'était ces cinéastes qui étaient justement un peu comme des funambules, qui réussissent à amener le cinéma du côté du rêve et faire de l'expérience du film une expérience où, à la sortie du film, on se demande si le film on l'a vu ou on l'a rêvé peut-être.
Ouais, c'est beau. Bah écoute, tu me régales parce que c'est mon film préféré de Tarkovsky. Ah C'est bon. un de mes cinéastes préférés, donc ça tombe bien. Et effectivement, Bergman avait dit de nous tous, Tarkovsky est le plus grand. Comme toi, quand j'ai lu La Terra Magica, je me suis dit, bah oui, on les associerait pas. Et pourtant, il l'admirait et il se projetait ses films dans sa salle de cinéma. Ouais. C'est ça qui est intéressant. De voir les ponts qui se font entre les cinéastes qui, a priori, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Mais d'ailleurs, Bergman, enfin, bon, pour moi, il a cette capacité-là aussi, et peut-être d'ailleurs de façon encore plus, enfin, non, différente en tout cas, mais de réussir à traiter de choses qui pourraient sembler du quotidien, des rapports humains, des rapports amoureux, mais en entraînant ça dans une dimension effectivement parfois Presque onirique, surréaliste, ouais. surréaliste, onirique. Quelles sont tes sources d'inspiration, Armel? Les rêves, peut-être. Et c'est une très bonne source d'inspiration. Non, je sais pas. Non, les rêves, c'est vrai que pour moi, ça a toujours été un endroit qui m'intrigue. Enfin, et là, on revient finalement à la question de l'inconscient, parce qu'on disait tout à l'heure je disais qu'effectivement, il y a cette idée que les rêves sont pétris du réel, ce qui est évidemment le cas. Mais moi, ça m'a toujours intrigué aussi de réaliser ou de réfléchir en tout cas à quel point le réel pouvait aussi être pétri des rêves, et que finalement, en fonction de ce dont on rêve, on va ensuite le réel va être altéré. Enfin, moi, ça m'a toujours fasciné voilà, en fonction de l'état dans lequel on se réveille le matin, la direction que va prendre la journée, les liens qui vont être faits, les directions qu'on va prendre. Enfin, et voilà, pour moi, cette interaction, elle est très nourrissante et enrichissante et inspirante. Il n'y a pas longtemps, là, je rêve d'un ami que j'avais pas vu depuis très longtemps, et je me dis, mais il faut que je lui écrive. Enfin, parce que j'étais presque inquiet, parce que c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi. Je me dis, mais j'espère qu'il va bien d'ailleurs. Et voilà, j'ai pris contact grâce à ce rêve, et avec cette personne qui était en pleine forme d'ailleurs, et que j'ai revu depuis. Tant mieux. Et, les sources d'inspiration, après, non, mais c'est une question qui est vaste, parce que je pense effectivement que potentiellement toutes est source d'inspiration, c'est-à-dire que après ça dépend, c'est comme l'inspiration, je pense qu'il y a une question de l'étincelle, quoi, qui va ensuite donner envie d'aller quelque part, mais ça peut être, je sais pas, une situation dans la rue, un article, une idée, un rêve. Là, actuellement, là, je sais pas. Ça t'inspire. Non, mais c'est vrai que l'inspiration, ça... elle peut être très. Il y a quelque chose qui peut être potentiellement très fertile. Peut-être il faut réussir à avoir cette capacité à la saisir. Et peut-être dans ça, il y a quelque chose qui, pour moi, touche à. Voilà, mais après, c'est des sujets un peu vastes, mais sur la question de l'enfance, du regard de l'enfance, et de la capacité à s'émerveiller, en fait. Et qui est quelque chose, je pense, que les enfants ont par principe, puisqu'ils découvrent un monde où tout est nouveau et tout est des sujets potentiels à cette question de l'émerveillement. Est-ce que c'est quelque chose qui s'estompe un peu peut-être avec le temps? Il faut savoir rester curieux, peut-être. C'est ça, en fait, c'est ça. Je pense que l'inspiration, elle est peut-être en lien avec cette capacité à réussir à garder cette possibilité d'émerveillement. Du coup, tu as eu une pratique très versatile. Tu as fait des films expérimentaux, tu as fait des clips, tu as fait des installations vidéo, tu as fait des films de fiction, du documentaire. Je voulais savoir comment tu définirais ton univers de cinéaste, du coup. Alors là, je sais pas, peut-être je botterais en touche, non, mais en tout cas en faisant le lien avec ce qu'on disait là. Je peux préciser autrement, si tu veux, c'est te dire peut-être comment est-ce que aborder autant de formats différents a nourri ton approche de la réalisation, en fait. Est-ce que ça a ouvert d'autres perspectives que peut-être pour la fiction, pour le documentaire? En quoi ça nourrit ta pratique de cinéaste d'aborder tout ça? Peut-être parce que, en tout cas, je sais, et ça c'est quelque chose que j'avais que je m'étais un peu conscientisé justement au moment de commencer à faire des films après la Fémis, où j'avais en tout cas l'envie de ne pas être engoncé, enfermé dans un registre spécifique. Et j'avais le sentiment que les frontières, en tout cas les rubriques dans lesquelles on classe les différentes formes audiovisuel, finalement, à partir du moment où il y a du son et de l'image. Voilà, pour moi, je trouvais ça plus intéressant de voir qu'est-ce qui pouvait justement faire famille, faire lien entre des choses, faire sens, plutôt que de vouloir trop compartimenter les choses. Et voilà, et aujourd'hui encore, finalement, cette question du documentaire, de la fiction, enfin, pour moi, les mots, ça peut être pratique, à condition justement de ne pas vouloir sectoriser trop, parce que d'ailleurs, ça vient de l'expérience de spectateur. Moi, j'étais, avant de faire des films, intéressé par des choses très variées, que ce soit justement des formes d'installation qu'on pouvait voir dans des musées, des documentaires, ou même des choses qui... Enfin voilà, mais vraiment au sens très, très large. Les clips, c'est vrai que j'avais commencé par les clips après la Fémis, parce que je crois que j'avais un peu cette idée de... toujours, enfin cette espèce de doute, de me dire est-ce que je serais vraiment capable d'aller vers des films, ou en tout cas de faire des longs métrages. À l'époque, ça me paraissait quelque chose presque il y avait un truc un peu qui me semblait encore inaccessible. Et c'est vrai que le clip, de par le fait
fait qu'une musique était préexistante, il y avait quelque chose qui était plus facile, ou en tout cas plus ludique peut-être, que de se dire, tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme image à partir d'une musique existante. Voilà, il y avait aussi un peu cet enjeu tout simplement, alimentaire, parce que moi j'ai terminé les études, tout d'un coup il fallait gagner sa vie, et c'est vrai que le vidéoclip, ça avait été tout d'un coup une façon un peu de faire des films qui permettaient d'être faits relativement vite, et puis de gagner un peu sa croûte. Et puis je crois qu'il y avait aussi, et ça c'est un truc que j'avais un peu en tête, l'idée un peu d'un laboratoire où ça permettait justement d'expérimenter des formes avec des genres qui pouvaient être très variés, puisque j'avais commencé à faire mes premiers vidéoclips en animation, image par image, avec ce qu'on appelle la pixelation, avec des acteurs que j'utilisais un peu comme des objets d'animation, puisqu'on faisait une série de photos, ces photos étant assemblées, recréer l'illusion du mouvement. Voilà, il y avait un côté un peu qui me plaisait de laboratoire, d'essayer des formes différentes. J'avais fait un clip là, dans un monde un environnement un peu gothique, avec des vampires. Enfin, pas sûr aujourd'hui de me dire je ferai un long métrage gothique avec des vampires, mais sur le temps de 3 minutes, quand une chanson s'y prêtait, ça me paraissait plus propice à ça. Et puis voilà, et puis aussi un peu de se faire la main, tout simplement, parce que c'est vrai que quand on finit les études, même si on a eu l'occasion, moi j'avais eu l'occasion un peu à la Fémis de pratiquer des choses, j'avais quand même le sentiment que j'avais encore plein de choses à apprendre, et c'est des choses que on apprend. C'est vrai que le cinéma, ou comme tout art où il y a vraiment cette dimension de pratique, on apprend aussi en faisant. Et un peu, et de la même façon, les installations vidéo ou les choses qui pourraient s'apparenter un peu à de l'art vidéo, c'était aussi un peu un désir comme ça de me dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut expérimenter dans ces registres-là. C'est vrai qu'après, une fois que j'ai commencé à faire un long métrage, puis d'autres, j'avoue que les clips, on a continué à me proposer d'en faire. J'accepte de façon un peu plus au compte-gouttes, parce que finalement, c'est vrai que c'est quand même des formes qui souvent prennent du temps, qui, même si elles peuvent être rémunérées, je crois qu'il y a un truc qui s'est un peu effondré dans les budgets là, avec la digitalisation globale de l'économie. Mais je continue à en faire, surtout quand c'est des amis qui me le proposent, ou quand la musique me plaît. Je pense qu'il y a quelque chose dans ce format qui offre une forme de liberté qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres catégories de réalisation. Quel est ton rapport aux références ? Et en quoi est-ce qu'elles ont construit, ou elles construisent encore ton identité de réalisateur ? Là, on est à nouveau un peu sur la question des références, des inspirations, non ? Ou c'est quoi la différence entre références et Je dirais inspiration ? plus, tu vois, un peu dans le cadre de la citation d'Almodovar qui dit il faut voler aux autres cinéastes, mais sans jamais se faire prendre. Ah, Est-ce que, justement, tu peux aussi t'inspirer de ce que font les autres, et à quel point ça influence ce que tu fais, toi, en tant que réalisateur ? c'est drôle, parce que moi, du coup, là, quand tu parlais de Godard, j'avais cette phrase de Godard là, qui me venait en tête, qui disait on peut voler, il conseille aux jeunes cinéastes, voler, mais voler surtout les bons. Alors ça, oui, forcément, je pense que... ouais, ça c'est je pense quelque chose qui est valable dans les domaines artistiques, mais scientifiques aussi, dans quelques domaines que ce soit. Je pense finalement de l'existence, c'est cette question. On est pétri, en fait, on est tous tout le monde est pétri d'un socle en fait commun, qui est l'histoire finalement de l'humanité depuis les origines. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça, d'en avoir conscience. C'est effectivement de se dire où est-ce qu'on en est par rapport à tel ou tel savoir, ou à telle ou telle pratique artistique, etc. Et c'est vrai que ça m'a toujours intéressé de voir l'évolution comme ça, chronologique, dans les domaines artistiques, de voir comment on passe d'une étape à une autre, quels sont les précurseurs, quels sont les leviers de déclenchement. Et si je disais tout à l'heure par rapport à la question scientifique, c'est que c'est un truc aussi assez fascinant de se rendre compte que souvent les grandes découvertes, les grandes inventions, elles ont été faites par plusieurs personnes au même moment. Ne serait-ce que le cinéma, puisqu'en France on dit que c'est les frères Lumière qui ont inventé le cinéma, mais c'est vrai qu'au même moment où Edison fait une invention à peu près similaire aux États-Unis, et en Allemagne il y a ces deux frères aussi, là j'ai oublié leur nom, qui inventent aussi un procédé à peu près équivalent en même temps. Et on pourrait se dire, mais c'est incroyable que on invente au même moment les mêmes choses, et en fait ça l'est pas tant que ça, si on se dit que finalement la connaissance antérieure, elle était déjà là, la photographie était là, et en fait il suffisait à nouveau d'un pas supplémentaire pour avancer dans telle ou telle direction. Et c'est vrai que artistiquement j'ai l'impression qu'on est un peu dans c'est un peu la même histoire, c'est on est tous nourris par une espèce de savoir, il y a un truc collectif, et que parfois il suffit de rajouter une pierre à l'édifice pour avancer dans un autre endroit. Donc du coup, pour répondre à ta question, j'aurais tendance à dire que oui, cette question des références, elle est cruciale, et d'ailleurs je pense qu'elle est
important aussi de savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas non plus. Enfin, parce que finalement, ce qu'on n'aime pas, peu importe qu'on l'aime ou pas. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est là aussi, qui fait partie de la connaissance de l'état artistique commun. Donc moi, j'aurais tendance à aller vers ce que j'aime, comme disait, pour reprendre la phrase de Godard, d'essayer de voler les bons. Mais je pense que c'est ça, on est pétri de tout ça. Ça me rappelle par rapport à Godard, là, j'avais vu cet très étrange film qu'il avait fait où il interviewe Woody Allen. Il y a une espèce de moyen court-métrage assez étrange comme ça. Et il est assez incisif comme Godard peut l'être et il l'interroge justement sur les premiers plans de Manhattan et il lui dit mais alors, ces plans, est-ce qu'ils sont pas inspirés de la télévision? Et là, on voit Woody Allen qui se dit mais où suis-je? Et plus le film avance, en plus c'est une espèce de long zoom qui ne fait qu'avancer vers le visage de Woody Allen et plus le film avance, plus on a l'impression que Woody Allen se demande en face de quel fou où il est tombé. Mais la question de Godard finalement elle est intéressante. Qu'est-ce qui fait que dans les images qu'aujourd'hui on peut avoir en tête est pétri par des choses qu'on aime ou des choses fortes ou belles ou des choses qui font partie aussi un peu de l'air du temps quoi. Qu'on aime peut-être moins. Et est-ce qui justement peut-être ce qui est fort chez un artiste, c'est de réussir à s'extirper aussi de cette question de l'air du temps, quoi, d'essayer d'atteindre quelque chose de plus haut, de plus unique, personnel, de peut-être. plus unique, c'est ça, de la vision de plus haut, de plus, en fait. c'est ça, de plus, je sais pas comment dire, noble ou. Je dis de la vision, mais du regard finalement, du regard qu'on porte sur les choses. Ouais. Et du coup, tu as fondé ta boîte de production, Bocalupo Film, en 2008, si je ne m'abuse. Exactement. Et pourquoi avoir fait ce choix de monter une structure de production? Est-ce que c'était pour garder plus de liberté et de contrôle sur tes propres films? Ou est-ce que c'était un désir aussi de production plus large? Alors, pour être très honnête, je crois, à l'origine, c'était vraiment très, très pragmatique. Moi, c'était à l'époque où je commençais à faire un peu des clips au début. Donc, j'avais commencé à faire des choses très, en dehors de tout cadre officiel. Moi, j'avais des amis qui faisaient de la musique. Je leur avais dit, tiens, j'ai un appareil photo, je pourrais faire des images. Et puis après, on mettait ça sur YouTube. Enfin, voilà, vraiment pour l'amour de l'art. Et puis, de fil en aiguille, il y avait des musiciens qui m'avaient proposé de réaliser des clips. Mais du coup, il y avait un label qui était là. Il y avait un peu de budget. Donc, il fallait en fait tout d'un coup gérer ces budgets, pouvoir rémunérer aussi les amis avec qui je travaillais, les collaborateurs. Donc il fallait une structure. Donc moi, au début, j'avais commencé à aller frapper à la porte de gens que je connaissais un peu, notamment via la Fémis, qui avait monté des structures ou qui travaillaient dans des structures existantes, qui m'avaient dit bah oui, pourquoi pas, mais tout d'un coup, on me proposait de signer un contrat où je cédais tous les droits, où j'avais 0,0001%, je sais pas quoi, de droits de production. Et puis ça me paraissait bizarre parce que c'était des films que j'avais fait entièrement tout seul, que j'avais initié. Et je m'étais dit, mais peut-être ça serait plus simple d'avoir en fait une structure autonome de façon à pouvoir effectivement continuer à travailler de façon un peu libre et c'est indépendante aussi, tout en réussissant à faire les choses. Voilà, donc il y avait après évidemment plein de questions administratives que moi je ne connaissais pas du tout, et en parlant un peu autour de moi, droite à gauche, avec deux amis, l'une qui justement avait fait une formation de production à la Fémis et un autre qui était chef opérateur avec qui je travaillais régulièrement à l'époque, Maro RC, qui a continué une carrière de chef opérateur assez exceptionnelle, puisque il travaille beaucoup, il fait des choses très intéressant, notamment c'est lui qui fait l'image des films d'Oliver Lax là ces derniers temps, Viendra le feu, Mimosa, tout ça. Donc tous les trois on avait monté, Gaël, Maro et moi, cette structure, voilà, dans l'optique vraiment de pouvoir à l'origine d'être un peu indépendant pour faire ces vidéoclips, et puis voilà, progressivement, peu à peu, les clips s'enchaînant, on avait réussi à mettre un peu d'argent de côté et on avait impulsé la production de ce premier long métrage avec les moyens du bord, mais avec cette petite équipe qui était déjà un peu soudée, avec laquelle on s'était dit on pouvait se sentir capable de se lancer à l'aventure de la production d'un long métrage. Tu parles donc de Rive, ton premier long métrage, qui est allé à la CID de Cannes 2011, si je ne m'abuse. C'est ça, exactement. Et qui est un film justement où je trouve qu'on sent l'influence du travail que tu as pu faire sur l'image. Tu parlais de concept, d'expérience, parce que c'est un film quand même assez particulier qui suit trois personnages, quasiment aucun dialogue. Et c'est des parcours urbains comme ça dans Paris. On a l'impression que tu filmes Paris comme on l'a rarement vu finalement. Et c'est ça qui est très intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment est né ce projet et qu'est-ce que tu as voulu exprimer à travers lui comme ça?
Alors, ouais, ça, c'est un projet qui a eu longtemps de gestation parce que, il y avait ce désir, je pense, à l'origine, qui était peut-être un peu lié à la découverte justement de ces films qu'on appelle les symphonies urbaines, là, les symphonies d'une grande ville. Enfin, il y avait notamment le film de Laszlo Moholy-Nagy, le film qui se passe à... Comment il s'appelle celui qui a fait le film à Berlin aussi, Symphonie d'une grande ville, tout simplement. Berlin, Symphonie d'une grande ville, ouais, c'est ça. Il y a eu toute une série d'expériences dans les années 20 comme ça, de vouloir raconter l'espace urbain de façon presque organique, où tout d'un coup les humains étaient en quelque sorte non plus les acteurs principaux, mais les figurants en quelque sorte d'un personnage plus grand qu'eux, qui serait la ville. Il y avait aussi le film de King Vidor là, qui m'avait beaucoup marqué, là, qui s'appelait La Foule, justement, qui raconte New York à travers les habitants, mais qui sont justement la foule étant le personnage. Et c'est vrai que Paris, moi j'ai pas grandi à Paris. Quand je suis arrivé à 20 ans à Paris, j'avais été assez émerveillé par cette ville, par sa beauté architecturale, par son énergie. Et peut-être ça résonnait aussi au fait que mon désir premier, si on n'a pas parlé tout à l'heure, avant de faire du cinéma, ça avait été de vouloir faire de l'architecture, justement. Mais voilà, je m'étais retrouvé un peu orienté vers le droit. Et finalement, ce désir d'architecture était un peu passé de côté, mais peut-être ressurgissait aussi dans l'idée de faire un film qui raconte aussi, en tout cas qui puisse toucher à cette question de l'architecture et de la ville comme un espèce d'espace organique. Donc c'est ça, il y avait eu plusieurs étapes de projet, il y a eu plein de titres. Le film au début s'appelait Cosmopolis, après il s'appelait je sais plus, Hymne. Enfin, il y a eu plusieurs étapes, et puis progressivement il y a eu cette idée comme ça d'avoir quand même 3 personnages, un homme, une femme et un enfant, mais qui chacun à leur façon était presque aussi quelque chose d'un peu, il y avait une forme d'allégorie comme ça, comme une espèce de famille imaginaire, un homme, une femme et un enfant. Alors effectivement, ces personnages ne se connaissent pas, mais ils sont reliés par une espèce d'aspiration commune, peut-être quelque chose d'un peu inconscient, justement. Et le film retraçait une espèce de journée charnière, en fait, dans l'existence de ces 3 personnages. Et effectivement, ces personnages sont des personnages assez silencieux. Enfin, c'est un film où il y a quelques dialogues, mais pas beaucoup. Peut-être parce que, voilà, non, mais effectivement, je sais que j'avais envie de faire un film où le récit passe aussi par l'image, en fait. Et je trouvais ça intéressant d'avoir presque un peu comme contrainte, comme ça, de raconter une histoire. Alors, après, l'histoire, elle est quand même assez fine, mais de réussir justement à raconter des choses qui sont un peu cette question de l'invisible, en fait. Comment est-ce qu'on raconte des états d'esprit, des états d'âme? Il y avait un peu ce désir ou ce défi justement de se dire filmer l'âme peut-être, ou filmer l'inconscient, l'intériorité, à travers des portraits de personnages qui sont eux-mêmes finalement partie prenante de quelque chose de plus grand qui les dépasse un peu. Donc il y avait effectivement cette question de la ville, et malgré tout ces 3 personnages qui sur 24 heures menaient une trajectoire qui n'était pas la trajectoire qu'ils auraient était censé mener initialement. Donc il y a cette idée de prendre des chemins de traverse, en fait, de raconter des chemins. Il y a un petit garçon qui fait l'école buissonnière, le jeune homme livreur pakistanais qui se retrouve accusé à tort. Enfin, et donc ces 3 personnages comme ça qui effectivement ne prennent pas le chemin qu'on aurait dû, qu'on attendait d'eux. Et il y a peut-être quelque chose d'un peu autobiographique là-dedans aussi, sur le fait de ne pas prendre la route qu'on était censé prendre. Oui, puis on retrouve quelque chose de la dimension onirique dont tu parlais tout à l'heure, je trouve, dans le final, où finalement ces 3 personnages se rejoignent, mais dans un espace un peu, j'allais dire onirique, parce que je trouve pas d'autres meilleurs mots que ça, mais en gros, tout d'un coup, ils sont liés par cette espèce de fil du destin, un peu dans le même espace-temps, et le même espace tout court, alors qu'ils ne l'ont pas été du tout pendant tout le film, et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'était ça. Il y avait cette envie, effectivement, de raconter quelque chose qui soit compliqué peut-être à définir. Il y avait peut-être ce désir-là aussi de réussir à faire un film qui permette de raconter des choses qui ne sont pas forcément dissibles. Et c'est vrai que cette question des inspirations, des cinéastes dont on parlait, c'est quelque chose qui m'avait toujours émerveillé. Enfin, pour revenir chez Tarkovsky, par exemple, dans Solaris, de réussir à faire un film sur la question de la mémoire, qui a par excellence, a priori, un espace intérieur comme ça, et se dire non, on va faire un film qui raconte la mémoire, et la mémoire, ça va devenir un lieu, et ce lieu, ça va être une navette spatiale, et en même temps, cette navette spatiale, c'est en fait c'est comme si c'était un voyage intérieur comme ça, et alors voilà, Tarkovsky, mais il y avait en tout cas ce même désir d'essayer de se dire, est-ce que le cinéma n'est pas un art qui permet de raconter des choses qui sont pas forcément visibles, et c'est peut-être quelque chose de paradoxal, puisqu'a priori le cinéma, enfin la caméra, elle permet de filmer des choses qui sont là.
Et est-ce que la magie du cinéma, c'est pas justement une façon de mettre en perspective ce qui est là et ce qui n'est pas là aussi, enfin, réussir à combiner tout ça. Il y avait, oui, ça me fait penser à une phrase parmi les rencontres marquantes là, à la Fémis, il y avait un jour, il y avait Raoul Ruiz qui était venu parler de ses films. Et je me souviens très bien, il avait... C'était à l'époque où les films étaient encore projetés en pellicule, donc il y avait toujours le temps de la projection, c'est un 50e de seconde, puisqu'il y a le moment où le photogramme est projeté sur l'écran, et puis le moment où on passe au prochain photogramme, où il y a l'obturateur qui, dans le projecteur comme dans la caméra, vient altérer le processus pour que la prochaine image vienne succéder à la suivante, et que le processus de la persistance rétinienne donne l'illusion du mouvement. Lui, il avait cette phrase là, que j'avais trouvée assez poétique, assez belle, qui disait justement que le spectateur, dans la salle de cinéma, s'il y a un film de 2 heures, il est face à 1 heure, concrètement, scientifiquement, face à 1 heure d'image et face à 1 heure de noir. Et lui, il disait justement, ce noir, c'est la possibilité pour le spectateur de rêver au film qu'il est en train de voir, quoi. Et voilà, enfin, ça faisait un peu partie, je pense, des désirs qui m'animaient là, sur ce film-là en particulier. Et effectivement, ces séquences davantage oniriques où ces personnages qui ne se rencontrent pas dans la ville se rencontrent, même s'ils sont reliés par un musicien aveugle que moi j'avais rencontré pour ce tournage, qui s'appelle Mohamed Lamouri, qui est un magnifique chanteur du métro de la ligne 2 à Paris, et justement à qui j'avais demandé d'être un peu cette espèce de fil conducteur, et que le seul personnage que les 3 autres croisaient, c'était celui qui ne les voyait pas, mais dont ils entendaient la musique, et cette musique qui venait justement comme une espèce de fil conducteur les relier, et donner aussi une espèce d'unité au film, je l'espère. Et justement, après, avant Une histoire américaine, donc ton deuxième long métrage, il se passe un petit peu de temps et je me demandais comment tu gères cette frustration et comment tu gères l'attente entre 2 projets? Alors, en vrai, il se passe pas du tout de temps. Enfin, après, il y a du temps entre les sorties des films, mais le tournage d'une histoire américaine, en fait, s'est fait en 2 temps. Il y a eu un premier tournage qui a donné lieu à un moyen métrage qui s'appelait Kingston Avenue, sur lequel ensuite, moi, je m'étais dit qu'il y avait peut-être possibilité de faire un long métrage. Il y avait un deuxième tournage, puis un remontage de l'ensemble des images. Mais en vrai, les 2 tournages se sont enchaînés avec peu de temps d'écart, dans la mesure où, suite à cette sélection à Cannes là, de Rive, qui avait été une excellente nouvelle, parce que c'est vrai que c'était un film qu'on n'avait pas eu de financement en amont, on n'avait pas de distributeur en amont, donc c'était vraiment avec cette équipe d'amis qu'on s'était dit, essayons de faire ce film. On avait tenté un peu des aides qu'on n'avait pas eues, et puis on s'est dit, allez, on fait quand même le film. Et c'est vrai que le fait que le film soit présenté à Cannes, ça avait donné une espèce de visibilité au film, et c'est à ce moment-là, justement, moi j'avais rencontré Vincent Macaigne peu de temps auparavant. Il joue un petit rôle c'est le seul véritable acteur, je crois, enfin, même si lui-même à l'époque avait fait très peu d'apparitions dans les films, et je lui avais demandé justement de faire une apparition sur un des personnages dans Rive, et que je m'étais dit lors de ce tournage qu'il avait une espèce de capacité de jeu assez inouïe, que j'avais eu l'envie d'écrire un court-métrage un peu en pensant à lui. Sauf que là, oui, on avait eu un petit peu, je crois qu'il y avait la région Pays de la Loire qui nous avait un peu soutenus sur ce projet-là de court-métrage. Moi, j'avais proposé à Vincent de jouer dans ce court, sauf que les dates qu'on avait envisagées, ça lui allait pas, parce qu'il avait il faisait pas mal de théâtre, et il avait une tournée qui était prévue, et il me dit, mais moi, en revanche, j'ai du temps dans 3 semaines. Sauf que moi, je m'étais engagé à partir à New York pour faire une vidéo avec une amie danseuse, une espèce de vidéo danse comme ça, voilà, qu'elle avait un peu organisée, mais donc on était logés, défrayés pour aller à New York. Je dis à Vincent, écoute, moi, oui, pourquoi pas, sauf que moi je serai à New York. Et Vincent me dit, c'est pas grave, je te rejoins à New York et on fait le film comme ça. Donc ce projet, voilà, qui n'était pas du tout censé se tourner à New York, un peu s'improvise comme ça, parce que Vincent me dit aussi, tiens, moi je te rejoins. Et tout d'un coup, il y a toute une espèce d'idée qui naît un peu comme ça. Alors effectivement, le scénario d'origine qui se passait dans les Pays de la Loire a été un peu volé en éclats, et on a réécrit avec Vincent, vraiment au moment de partir dans l'avion, on était encore en train d'écrire des séquences, ce projet de film qui ensuite s'est tourné avec une base, une trame qui était là, et puis beaucoup de choses ensuite improvisées avec Vincent, et puis cette petite équipe, donc toujours Mauro RC, cet ami chef opérateur qui s'était joint avec nous dans le voyage, et puis un ami ingé son, et un film qui se tourne alors cette fois beaucoup plus bavard, parce qu'il y avait cette idée justement de profiter de la présence de Vincent et de sa capacité d'improvisation assez inouïe, je dois le dire, puisqu'il y a des scènes qui sont dans le film qu'on a tourné vraiment au moment où le jour même où on arrivait, on sortait de l'avion, on prend la caméra, on commence à tourner dans le métro, et avec un espèce de fil conducteur qui était presque justement là, en l'occurrence, quelque chose de l'ordre du dispositif documentaire, mais moi j'ai essayé
mené vers un récit un peu plus fictionnel, qui était cette trame d'un personnage qu'incarnait Vincent, d'un Français perdu donc, à New York, à la recherche d'une femme dont il était amoureux, qu'il essaie désespérément de reconquérir. Et il y avait cette espèce de dispositif assez drôle qu'on avait initié, où Vincent avait une photo sur son téléphone portable de cette actrice et qui montrait un peu comme ça dans le métro aux gens dans la rue en disant mais est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que je peux la reconquérir? Qu'est-ce que vous me donneriez comme conseil? Et donc quelque chose, voilà, vraiment de l'ordre du dispositif, presque comme on dit, Du micro-trottoir, du happening, mais à partir duquel on avait continué à tourner, imaginer une histoire avec des rebondissements, d'autres personnages, mais vraiment quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure, et un casting même qui s'était fait, puisque moi j'avais le personnage de Vincent qui était avec nous, mais le reste des personnages qui s'étaient fait au fur et à mesure du tournage à New York. Je reviendrai un peu plus tard sur une histoire américaine, justement sur un moment que je trouve très beau. Mais oui, donc juste pour revenir sur la question, en fait, le temps après, c'est vrai que comme il y a eu un premier tournage, puis un deuxième, puis le montage, le film était sorti ensuite en 2015, je crois. Oui. Mais le tournage initial, c'était 3 ans avant. Enfin, c'est que 2012 qu'on l'a foulé. 2012, c'est ça. Ouais, vraiment juste après les premières projections de Rive à Paris. Justement, avant que je te parle d'un moment de mise en scène qui m'a particulièrement plu dans une histoire américaine, est-ce que tu peux nous décrire, toi, un moment de mise en scène qui t'aurait marqué dans un film et que tu nous recommanderais? Ça peut être un plan, une séquence, une performance d'acteur, quelque chose qui t'a particulièrement marqué quand tu l'as vu. Écoute, alors j'ai l'impression de radoter un peu, mais peut-être je sais que j'ai un plan qui est resté très ancré dans ma mémoire, toujours de Tarkovsky, dans le miroir. C'est pas la première séquence, c'est la deuxième. Une espèce de long travelling justement sur ce paysage russe là où on voit une femme qui attend on ne sait pas trop quoi d'ailleurs, assise sur une barrière en train de fumer une cigarette, et puis tout d'un coup la caméra avance, on distingue un personnage au fond. Mais alors là encore une fois là, sur cette capacité de Tarkovsky à fabriquer des plans qui semblent être du domaine du rêve comme ça, où tout d'un coup on s'extrait presque des lois de l'attraction, de la gravité, puis cette caméra avance, surplombe la barrière, se rapproche de ce personnage qui est lui-même une espèce de voyageur qui est un peu perdu, et tout d'un coup il y a une espèce de bourrasque de vent folle là qui vient, comme s'il y avait une espèce d'événement mystique là qui surgit. Enfin, c'est étrange parce qu'en plus le miroir je l'ai pas revu depuis longtemps et je serais même pas capable de te rappeler précisément des enjeux de cette scène, mais je me souviens très bien, et là j'ai la scène en tête, d'une forme à la fois d'évidence, de poésie, de mystère, enfin dans ce moment-là. Presque mystique aussi. Ouais, c'est vrai que chez Tarkovsky il y a toujours cette espèce de référence au divin qui est là, mais ce qui est beau d'ailleurs chez Tarkovsky, c'est que ça laisse sans l'être jamais de façon didactique. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de l'évocation, de la sensation, enfin, de la poésie, de la sensation. Et c'est vrai qu'en te disant ça, je me souviens, j'avais assisté une fois à une conférence de Jacques Rancière qui parlait justement du cinéma et qui parlait beaucoup de Hitchcock notamment, qui avait cette phrase assez belle. Pour lui, là, c'était la raison pour laquelle Hitchcock justement était un cinéaste majeur, parce que c'est selon lui justement une forme de poète. Son point de vue, c'était justement de dire que quand on se souvient des films d'Hitchcock, on se souvient pas forcément de qui doit faire quoi ou qui est quel est l'agent secret. Finalement, comme si ces trames étaient presque des prétextes à des scènes poétiques, et on se souvient en revanche du verre de lait qui brille, on se souvient des oiseaux menaçants sur les fils électriques, on se souvient d'images. Voilà, je pense à ça parce qu'effectivement, je sais que cette séquence-là chez Tarkovsky, il y a quelque chose qui est resté très, très imprégné. Et je pense d'ailleurs peut-être que quand je refais le lien là, avec ce film de fin d'études sur le travelling dans l'axe optique, peut-être qu'inconsciemment, il y a cette volonté d'essayer de reconstituer ce genre de mouvement comme ça où la caméra gravite comme ça de façon presque inéluctable vers quelque chose, et en se jouant des lois traditionnelles de la physique. De la physique. Je vais y venir maintenant à ce moment qui m'a marqué dans une histoire américaine que je trouve très beau. C'est un moment entre la jeune femme qu'il rencontre, qui est incarnée par, je crois que c'est Sophia Rimstad. Exactement. Et ils ont un moment comme ça où ils se rencontrent, ils boivent, et ils se retrouvent à Coney Island, je crois, au bord de la plage. Et là, il y a un moment, un quiproquo en fait, amoureux. Et il y a un très beau moment de silence habité, où je trouve qu'il est habité de plein de choses, qui est vraiment magnifique. Enfin, j'encourage tout le monde à voir cette séquence et le film dans son ensemble pour bien comprendre le contexte quand même. Mais j'ai trouvé qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose de vraiment magique, à quel point un silence peut être habité par des tonnes de choses, de sous-textes, sans qu'il y ait un mot qui soit prononcé. Dans les jeux de regard, de posture corporelle, etc., il y a une vraie alchimie entre deux, qui m'amène à te demander, en fait, comment est-ce que tu travailles avec tes acteurs? Comment est-ce que tu diriges les acteurs? Alors, c'est une très bonne question, parce que c'est une question moi qui m'intéresse beaucoup, parce que je sais
pas vraiment dans quelle mesure on dirige un acteur, en fait. J'ai l'impression que c'est ça qui est la force d'un grand acteur, c'est justement d'avoir quelque chose déjà qui est là. Et je pense que, enfin, diriger un acteur, ça pourrait donner l'impression. Alors peut-être certains le font, hein, moi j'ai pas le sentiment ni de savoir, ni vraiment de vouloir faire ça, d'amener quelqu'un à un endroit qui n'a rien à voir avec ce qu'il est, parce que je pense qu'on fait toujours en fonction de ce qu'on est, que ce soit quand on est acteur ou dans la vie, et que, alors peut-être diriger un acteur, c'est l'amener ou faire quelque chose de ce qu'il est d'une certaine façon, mais moi j'ai toujours l'impression que j'essaie de réfléchir en fonction de de faire en fonction de ce que la personne est, et que de ne pas vouloir aller à l'encontre de ça, en tout cas, où moi je pense pas savoir le faire. Et c'est vrai, là, que tu évoques Sophie Rimstadt, qui donc est cet acteur exceptionnel donc on avait vraiment trouvé pendant les quelques jours de préparatifs du tournage, un peu par hasard. On parlait du hasard tout à l'heure. Avec Vincent, on s'était dit qu'on allait aller faire un tour à cette école d'acteurs qui s'appelle Lee Strasberg Academy à New York. En disant, peut-être on pourrait trouver un ou deux comédiens qui accepteraient bénévolement de nous accompagner dans ce film. Sauf qu'on était arrivé trop tard, l'école elle venait de fermer, les étudiants certains traînaient un peu devant en train de fumer une cigarette. Et parmi eux, il y avait effectivement Sophie qui était là et qui, d'emblée, nous a frappé par sa présence, par son regard. Et c'est vrai que Sophie, dès que je l'ai vue, moi, je m'étais dit qu'elle avait quelque chose du physique de ces actrices du cinéma muet. Et c'est quand je repense tout à l'heure aux premières questions que tu m'avais posées, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Louise Brooks comme ça, mais je pense que j'ai dit Louise Brooks parce que sa présence dans le film de Pabst, la boîte de Pandore, que j'avais vu jeune, ça avait été un souvenir assez marquant de ce que peut proposer un acteur. Et en l'occurrence, ça, je sais pas comment dire, si c'est une forme de folie ou d'incarnation. Les Espagnols parlent du duende. Tu sais, le duende, c'est justement, c'est Garcia Lorca qui a écrit sur cette question du duende, qui est, selon lui, le duende en espagnol, c'est le lutin, en fait. Et il a cette idée que je trouve très très belle, qui est que tout d'un coup, un artiste ou un performeur, en tout cas, dans des moments de grâce, il y a quelque chose qu'il est habité par quelque chose qui le dépasse. En fait, on retrouve cette question du dépassement. Alors lui, Garcia Lorca, il écrit ça notamment par rapport à l'action de la tauromachie, mais aussi de la danse flamenco, où il dit qu'il y a des moments comme ça où le performeur est habité par le duende, qui vient lui rendre visite comme une espèce de petit lutin comme ça, qui prendrait possession du corps de l'interprète et qui lui permet de se dépasser et d'atteindre une forme de grâce. Voilà, lui, il parle notamment dans le flamenco. Mais c'est vrai que je pense que cette question du duende, elle peut habiter aussi des acteurs. Et tout d'un coup, Louise Brooks, c'est drôle parce que j'ai pas... vraiment, c'est spontanément. À brûle pour point, ça fait sortir des choses qui sont ancrées lointain dans la mémoire. Et voilà, et le cinéma muet, je pense peut-être parce que effectivement le récit ne passe pas par les mots, mais passe vraiment par cette question de l'incarnation. D'ailleurs, oui, ça me fait penser que sur la question du héros, à laquelle j'ai pas su répondre tout à l'heure, parce que la question du héros, elle est forcément complexe, et peut-être c'est la figure du anti-héros qui m'intéresse peut-être davantage. Et c'est vrai que dans la question de l'anti-héros, tout d'un coup, là, je pense à Charlie Chaplin, ou peut-être du héros Beautiful Loser. Enfin, c'est peut-être lui la réponse que j'aurais dû donner à ta question. Là, j'ai revu il y a quelques jours les Lumières de la ville, là, et c'est vrai que je me dis, mais quel héros, quel anti-héros magique, là, ce Chaplin, avec en plus une dimension très très politique, puisque finalement son discours, c'est justement de dire que les héros, c'est pas forcément ceux qu'on voit comme des héros. Ouais, c'est pas les Jeff Bezos ou les... C'est des gens qu'on dit communs, entre guillemets. Ouais, au contraire, même qu'on dit hors du commun. Enfin, puisque lui, il joue un clochard, en fait. C'est ça qui est politiquement magnifique chez Chaplin. Ceux qu'on ne regarde pas, en fait. Qui sont peut-être... Et en l'occurrence, dans Les Lumières de la ville, on se rend compte que la personne la plus généreuse, c'est justement celui qui n'a rien. C'est peut-être justement parce qu'il n'a rien qu'il est généreux. Mais attends, on s'éloigne. On s'éloigne, parce que c'est vrai que Sophie, donc pour revenir à une histoire américaine, elle a cette présence, à mon avis, presque physiquement, avec ses pommettes, ses grands yeux, son sourire du personnage d'une forme d'archétype de l'héroïne du cinéma muet.
Et effectivement, pour revenir à cette scène-là qui était tournée en pleine nuit dans un climat glacial à Coney Island au bord de la plage, elle a cette capacité comme ça à incarner ça. Et puis en plus, elle incarne presque une forme de figure un peu d'ange qui pourrait potentiellement venir extraire le protagoniste de son espèce d'obsession destructrice. Et c'est vrai qu'il y a une forme à ce moment-là dans le film, peut-être c'est le moment du film où il y a une tension dramaturgique forte parce qu'on se dit qu'elle a cette capacité à le sauver en quelque sorte. J'en dirais pas, oui, je n'en dis pas plus. Ne spoil pas, mais effectivement, mais c'est intéressant que tu parles de la figure d'ange parce que littéralement un ange passe à ce moment-là et c'est justement cette perspective de salutaire qui s'échappe aussi un peu parce qu'il ne la saisit pas au vol. Je n'en dis pas plus, mais... Ouais, alors c'est drôle parce que, et pour revenir à la question de l'ange, justement, Garcia Lorca, dans son texte sur le duende, il dit les Allemands ont l'ange, les Espagnols ont le duende. Il fait un parallèle entre ces deux figures fantasmagoriques, mais qui, selon lui, ont des rôles bien différents. À ton avis, c'est quoi la plus grande qualité que peut posséder un réalisateur ? Écoute, moi, si je dois parler de mon cas de figure, j'aurais tendance à dire peut-être que c'est la persévérance. L'opiniâtreté. Ah, c'est une belle réponse et c'est vrai que c'est nécessaire quand on veut faire de la réalisation. D'être c'est ça, entêté. C'est le titre anglais d'une histoire américaine. Parce que en anglais, c'est stubborn. Stubborn, c'est être entêté. Et je pense qu'il y avait un truc qui m'intéressait dans cette figure de l'entêté comme ça. Et je pense qu'effectivement, peut-être pour faire des films, c'est une qualité qui peut être nécessaire. C'est quoi ton rapport à la critique ? Là, je parle vraiment de la profession pour le coup. Écoute, alors, je t'avoue que, comme je te l'ai dit en début d'entretien, je pense que une mauvaise tendance à être susceptible. Les critiques, j'essaye en fait de pas trop les regarder. Alors les bonnes critiques, forcément, ça fait plaisir. On a envie de les regarder, oui, bien sûr. Les moins bonnes, je sais qu'il y a des articles que j'ai jamais lus parce que j'ai vite compris que la critique serait pas bonne et comme ça peut Après, ça peut être intéressant, ou alors il me faut du temps un peu pour réussir à digérer, mais parfois j'ai tendance à prendre les choses un peu à cœur et pouvoir être assez touché, un peu blessé par des choses. C'est normal. Surtout quand tu as l'impression que, alors là, c'est pas toujours le cas, mais parfois tu peux avoir l'impression qu'il y a des choses que tu as voulu dire qui n'ont pas été, ou que le film n'a pas été bien vu ou pas. Mais bon, après, c'est la règle du jeu. Je pense que voilà, il faut savoir faire avec et qu'une bonne critique même peut être assez constructive à condition qu'elle soit effectivement intelligente. Pas toujours le cas. Non, enfin, intelligente en tout cas, je veux pas paraître prétentieux, mais en tout cas qu'elle soit amenée, qu'elle soit expliquée, justifiée, qu'on soit pas justement dans le domaine du ressenti, mais dans le domaine de l'analyse, quoi. De l'analyse, voilà, exactement. Ouais. C'est quoi ton étape préférée de la création d'un film ? Quand il est fini, peut-être. Non, je sais pas. C'est ça, vrai on aime tous, ouais. Non, je sais que les étapes, elles peuvent être. C'est souvent un mélange en fait de sentiments, à la fois de choses qui peuvent être très belles et épanouissantes, mais qui est souvent très conjuguées aussi avec des choses qui peuvent être plus difficiles, compliquées. Parce que voilà, peut-être c'est lié aussi au fait que les films que j'ai faits jusqu'à présent, enfin, c'est tous des films qui se sont faits dans des économies relativement fragiles, ou même si on a réussi finalement souvent a posteriori à retomber sur nos pieds en trouvant des distributeurs, en trouvant des financements peut-être à la post-production, d'aide après réalisation. C'est souvent des films qui au moment du tournage étaient dans des économies qui n'étaient pas forcément très confortables. Alors peut-être que c'est un peu un choix aussi, peut-être que le confort, inconsciemment, je me dis que le confort peut être un peu dangereux dans la mesure où on peut peut-être moins être en éveil ou moins être alerte sur ce qui se passe, mais il n'empêche que ça crée des situations où le tournage peut être aussi parfois un peu fatigant. Après, je pense qu'un tournage est toujours fatigant, mais a fortiori quand effectivement là, on est dans une configuration où en tant que réalisateur, on se retrouve, enfin moi je me sais que je me retrouve en première ligne en termes et de réalisation et de choses aussi un peu concrètes d'organisation. C'était notamment le cas dans Le Vrai du Faux, là, puisque je suis parti à Kinshasa, qui est une ville extrêmement intense, gigantesque, en Afrique, où le fait d'évoluer tout simplement sans caméra est déjà pas forcément simple. Alors a fortiori avec une caméra, quand on veut réussir à... Voilà, ça crée des configurations qui sont pas toujours évidentes, mais je pense effectivement peut-être que si j'ai tendance à répéter ces schémas-là, c'est qu'au fond, il y a quelque chose qui peut-être me plaît aussi là-dedans. Et
qui me plaît peut-être parce que c'est des situations qui sont propices à une forme d'imprévu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui, moi, me plaît en tant que cinéaste. C'est-à-dire de me dire que même si j'ai une idée de ce que sera le film ou de ce que sera tout simplement la séquence ou le plan, que plus finalement on va laisser des ingrédients qui ne sont pas forcément complètement contrôlés, ou en tout cas de laisser de la place à de l'improvisation, de l'imprévu, des situations qui ne sont pas complètement anticipées. C'est quelque chose qui m'intéresse, peut-être parce que c'est aussi le sentiment que c'est quelque chose qui va apporter de la vie dans une séquence, dans un plan, et c'est vrai. Ouais. Et je pense qu'un des dangers justement des films qui sont complètement écrits en amont, financés, etc., c'est que tout le risque, c'est que ça puisse faire un produit Ça se fige, en fait. voilà, exactement, où tout est un peu congelé, alors que si on réussit, mais c'est pas forcément antinomique, hein, je pense qu'il y a peut-être des grands réalisateurs qui réussissent à insuffler de la vie et de la folie dans des dispositifs qui sont très encadrés, mais en tout cas quelque chose moi, qui me plaît, mais je sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Selon toi, quel est le plus grand défi auquel les réalisateurs vont être confrontés à l'avenir? Ah, écoute, j'aurais tendance à dire que là, je crois qu'aujourd'hui, pour ce que je vois et ce que j'en sais, un des grands défis, c'est justement de réussir à trouver un public, en fait. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est vrai que tourner des films avec un téléphone portable, enfin, la fabrication d'un film est devenue beaucoup plus légère et beaucoup moins onéreuse qu'il y a encore 10-15 ans. C'est que je pense qu'on vraiment, là, on a traversé, parce que c'est drôle, tu vois, quand on parle de ces années d'école, là, où on tournait en pellicule, ça paraît déjà très, très lointain, mais finalement, en termes c'était il y a 15 ans, c'est-à-dire c'est pas d'une échelle excessive. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement faire des films avec peu de moyens. La question, c'est comment ensuite ce film peut être reçu, et puis notamment la question de la salle de cinéma, parce que moi, c'est vrai que la salle de cinéma, ça reste un lieu, je pense, alors, c'est pas le seul, puisqu'on peut aujourd'hui voir des films sur des tablettes, sur des écrans d'ordinateur, sur YouTube, dans plein d'endroits. Mais je pense que la salle de cinéma, peut-être par le côté collectif qu'elle génère, et le rituel aussi un peu de la salle, du lieu, c'est quelque chose que, moi, je sais que j'aime beaucoup, mais effectivement, qui est de plus en plus, verrouillé dans son accès. Et je crois que c'est un des enjeux importants aujourd'hui, de réussir à faire en sorte que la salle reste un lieu privilégié pour voir des films, et que ça soit un lieu où on puisse voir des films qui ne sont pas que des produits marketés pour de consommation. On est bien d'accord. Alors, je vais te poser une question traditionnelle aussi, et c'est la question du démon. Est-ce que tu es prêt, Armel? Armel, en tant que réalisateur, quelle est ta pire peur? Écoute, j'aurais tendance à dire de plus avoir le désir de faire des films. De plus avoir cette envie, peut-être. C'est une très bonne réponse. Perdre la flamme du démon. Avant de revenir sur des questions vraiment très pratiques, très pragmatiques même, je dirais, je vais te poser une question par rapport à justement ton rapport au territoire. Parce que c'est quelque chose qui je trouve, traverse toute ta filmographie, que ce soit dans l'histoire américaine, dans Rive, la pyramide invisible, dont on n'a pas encore parlé, ou même Le vrai du faux. On sent que la question du lieu, du territoire, de la ville est quelque chose de très prégnant. Est-ce que tu dirais que le territoire, le lieu, est-ce que c'est un motif qui influence ton écriture des projets? Ou qui peut être au départ des projets? Complètement. Non, c'est vraiment, je pense, et là d'ailleurs sur la question initiale là, des inspirations et je crois qu'il y a en fait dans le désir de faire un film toujours le désir de raconter un lieu, et c'est vrai là que sur les 4 longs métrages là, que j'ai fait, chacun est inconsciemment ou consciemment d'ailleurs le portrait d'un lieu, puisque Rive, c'est vraiment un film qui parle de Paris, l'histoire américaine, c'est New York. New York, oui, c'est vraiment un film sur New York et sur le la fantasmagorie de New York aussi. La pyramide invisible, c'est complètement la Bosnie et ce petit village de Visoko où des gens pensent avoir découvert une pyramide qui serait selon eux la plus grande, la plus vieille pyramide du monde entier, à moins que ce ne soit une montagne qui ait des formes étrangement géométriques. Et puis Kinshasa, mon dernier film, là, qui est une ville que je ne connaissais pas avant d'y aller, mais qui est effectivement une des villes les plus folles que j'ai vues de ma vie, et qui est une gigantesque ville, puisque c'est aujourd'hui devenu la plus grande ville francophone au monde.
avec une population qui estime, personne ne sait trop, autour de 15 millions d'habitants dans la ville. Et alors ça, c'est des questions auxquelles j'ai un peu réfléchi, parce que je me suis toujours demandé effectivement pourquoi il y avait vraiment ce désir de raconter un lieu vraiment à l'origine d'un projet de film. Ouais, pour répondre rapidement, j'aurais peut-être tendance à dire que la ville est peut-être justement l'endroit de la fiction par excellence, en fait. Et c'est vrai que par Len Reeve tout à l'heure, là, ça c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné dans les villes, et bon, dans Paris en particulier, puisque c'est la ville où j'habite. Là, j'ai pris tout à l'heure pour venir ici à la SACD la ligne 2 depuis Belleville, et il y a ce trajet aérien qui pour moi est peut-être le plus beau travelling au monde, que j'avais filmé dans Rive, justement, où tout d'un coup le métro sort des entrailles de la terre pour survoler Paris, et on a cette espèce de mouvement de travelling à travers Paris. Et c'est vrai que dans la ville, j'arrive pas à ne pas me dire devant chaque fenêtre devant laquelle je passe, a fortiori si c'est un peu la nuit et que c'est un peu éclairé, que tu entreaperçois des silhouettes, tu dis donc là il y a quelqu'un qui vit, et cette personne elle a une vie, elle a des désirs, elle a des histoires qu'elle est la seule à avoir sur cette terre, et cette quantité justement de vie. Alors c'est vrai que parler des villes, mais c'est vrai que ce soit New York, que ce soit Kinshasa, que ce soit Paris, c'est des villes en plus qui ont une densité de population et une quantité de population telle que tu dis, mais la quantité d'histoire potentielle, elle est presque infinie. Et je crois il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un moteur profond comme ça de la ville, comme ouvroir à fiction, comme ouvroir à récit, comme l'endroit peut-être au monde où les récits sont le plus à même de se télescoper, de raisonner les uns avec les autres, de se rencontrer. Et ce qui est drôle, c'est que du coup, le seul film que j'ai fait qui se passe dans une toute petite ville de Visoko, finalement, cette question, elle est toujours là, puisque c'est un endroit où, à travers cette sorte de pyramide, pareil, je n'en dis pas trop pour ne pas vendre la mèche, mais ce qui m'intéressait beaucoup dans ce lieu, c'était pas justement de dire est-ce que cette pyramide, c'est vrai ou c'est pas vrai, mais plutôt d'observer l'ouvroir, je sais pas si ça se dit, oui, l'ouvroir à récit, enfin la façon dont la fiction surgit, et peut-être la façon dont la fiction surgit comme une forme de nécessité. Enfin, c'est en ça qu'il y a quelque chose qui m'intéressait dans ce lieu, et dans la question de la mythologie, enfin comme même de la religion, pour aller un peu plus loin, comment finalement l'homme a toujours eu besoin d'inventer des histoires. Et c'est vrai que les religions, qu'on soit croyant ou pas, tu vas dans le monde entier, il y a partout des religions qui existent, avec des histoires délirantes, et en même temps, et c'est là qu'il y a un truc qui est intéressant sur mon avis, et qui touche à la question du fonctionnement de l'inconscient humain, l'inconscient collectif, c'est qu'en même temps tu retrouves souvent des histoires similaires comme ça, comme s'il y avait des motifs récurrents, de l'orphelin, du double, des figures tutélaires, des figures qui revient un peu partout. Et oui, pour revenir sur la question de la pyramide invisible, c'est vrai que moi ce qui m'intéressait dans cette histoire justement de pyramide, c'était comment cette fiction, elle vient aussi, en l'occurrence, penser, PANSER, des blessures dans un pays, la Bosnie, extrêmement affecté par cette guerre civile dont le pays a du mal à se remettre, et comment finalement le besoin d'inventer des histoires, c'est aussi une façon de penser des blessures, ou peut-être comment toutes les histoires véhiculées par les religions, c'est souvent une façon de trouver des antidotes à la peur de la mort. Enfin, comment l'histoire finalement elle est le fruit et puis le fruit d'une nécessité. Oui, il y a une vraie dimension cathartique, c'est vrai, qui ressort dans la pyramide invisible, justement. On sent qu'il y a ce besoin cathartique de l'histoire, et qui imprègne le collectif, en fait. Ça part au départ ça interroge un peu cette notion de comment chacun et en même temps le collectif lui-même s'empare de cette histoire-là, en fait. Et à quelle fin, quoi. Sur la croyance. Enfin, après, c'est des histoires de croyance. Et c'est vrai, effectivement, qu'à un moment où cette croyance et la perception logique des choses s'imbriquent, c'est vrai que ça, c'est des endroits qui m'intéressent beaucoup. Et c'est vrai que dans la pyramide invisible, il y avait un truc qui m'intéressait, que je trouvais très, très cinématographique. C'est que cette pyramide, donc en gros, la personne qui est à l'origine de ce récit, qui est un peu comme une espèce de messie, j'aurais tendance à dire, alors lui-même se prend pour un héros, puisqu'il est
est toujours habillé comme Indiana Jones avec un chapeau de cuir, un pendentif Maya, une chemise, qui est le premier à avoir dit voilà, il y a une pyramide dans ce lieu. Il explique aux gens qui viennent, donc qui affluent un peu comme des disciples dans cet endroit, que les pyramides qu'on a retrouvées au XXe siècle au Mexique, elles étaient recouvertes de terre, de végétation, qu'il a fallu extraire la terre et les arbres pour trouver le lieu archéologique. Donc il dit on va faire pareil, on va enlever tous les arbres, la végétation sur cette montagne et on va trouver la pyramide. Et en fait, la première fois que j'étais allé là-bas un peu en repérage pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se tramait là-bas, je vois ce lieu où les gens étaient en train en fait d'aplatir, d'enlever la terre pour trouver la roche sous la végétation. Et il y avait tout à coup, je me suis dit, mais cette pyramide, en fait, ils la cherchent ou est-ce qu'ils sont pas en train de la fabriquer? C'est-à-dire qu'il y avait cette espèce d'endroit où, justement, la fiction finissait par dépasser la réalité, que je trouvais assez intéressante. Et ça, oui, ça, c'est quelque chose qui touche un peu à l'absurde, parce qu'on n'a pas trop parlé de l'absurde, mais je crois qu'il y a quelque chose qui m'intéresse aussi dans cette question dans le cinéma, enfin, sur l'absurde, ou dans l'art, même en général, sur la façon de raconter le monde avec une forme d'humour noir, je sais pas trop comment dire, ou en tout cas d'antidote à la morosité. Ah oui, à la morosité, à la brièveté de la vie. Ouais. Et cette question de l'absurdité, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et c'est vrai et avant de partir au Congo aussi, à la recherche de ce double, j'étais pas sûr donc qui avait usurpé mon identité, qui organisait des castings à ma place sur les réseaux sociaux. J'avais rencontré un ami congolais à Paris pour poser un peu la question. Il disait, est-ce que tu penses que je connaissais pas Kinshasa, je connaissais pas le Congo, je savais pas s'il y avait vraiment un film à faire au bout du compte, posant un peu son avis sur la question. Et il m'avait répondu, oui, je pense que cette personne au Congo sait qu'un jour tu viendras faire un film et elle est en train d'organiser le casting du film que tu vas aller tourner. Enfin, et tout d'un coup, il y avait cette idée complètement absurde où tout d'un coup, en fait, fallait que j'aille faire ce film puisque quelqu'un d'autre l'organisait pour moi. Et c'était un des moteurs aussi, je pense, dans ces deux derniers films qui sont d'ailleurs des films qui sont plus à la frontière entre justement présentés comme documentaires, même s'il y a des choses très fictionnelles et très mises en scène dedans. Mais il y avait dans ces deux cas de figure ce désir de raconter cette espèce d'absurdité des choses. C'est une phrase qui m'a frappé dans un des dossiers de presse de tes films, je ne sais plus lequel c'est, mais où tu dis justement ce que tu viens de résumer très bien, que tu abordes un peu les fictions comme des documentaires et les documentaires comme des fictions. Et c'est vrai que c'est quelque chose où la question du documentaire et de la fiction sont un peu troublées au sein de tes œuvres, je trouve. Pas troublé dans le bon sens du terme. Ouais, oui, c'est vrai. Alors, non, mais c'est vrai qu'on revient à la question tout d'un coup des dénominations et des catégories. Alors, c'est vrai que quand il faut mettre les choses dans des catégories, cases, on est obligé de mettre des mots. Sur le vrai du four, c'était un peu interrogé avec Mathieu Berton, notre distributeur. Comment on le présente. Après, c'est vrai que ce que je peux comprendre aussi, les gens, les spectateurs, ils ont besoin de savoir un peu à quoi s'attendre, donc il faut un peu dire des choses. Mais dans le vrai du faux, le titre d'ailleurs l'indique déjà. C'est vrai que cette question de la fiction et du documentaire sont assez mélangées. Et c'est vrai que j'aurais tendance à penser qu'en tant que spectateur, les films où ces choses sont très entremêlées, souvent c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Il y avait, je repense on évoquait Godard tout à l'heure, qui est un cinéaste qui continue d'ailleurs à beaucoup m'inspirer, me marquer, justement par sa volonté tout au long de sa vie de vouloir casser un peu les codes établis et de vouloir réinventer les choses. Et il y a ce film qui m'avait beaucoup marqué qui s'appelle 2 ou 3 choses que je sais d'elle. Que j'adore, c'est mon Godard préféré. Ah bon, on est Alban, vraiment, on est raccord aujourd'hui là. qui est un film que j'ai vu il y a longtemps aussi, mais que j'avais trouvé très beau, ne serait-ce que par l'ambiguïté du titre. On ne sait pas si elle c'est Paris ou la banlieue parisienne ou cette femme qui traverse. Personnage qui est interprété par Marina Vladi. Et la première fois qu'on la voit, Marina Vladi, jouer, il y a cette scène où elle dit qui elle est comme personnage qu'elle va interpréter, qui est cette ouvrière comme ça qui raconte un peu les conditions de vie salariées à l'époque à Paris. Et puis on revoit le même plan où tout d'un coup face caméra elle dit non mais moi je suis Marina Vladi, je suis comédienne, je vais jouer. Et d'emblée était assumé cette espèce d'artifice, mais qui est de toute façon au cœur du processus de fiction. Et du presque, j'aurais envie de dire, du pacte qui est passé entre le spectateur et le réalisateur. Parce que quand on va voir un film avec Matt Damon, on sait que Matt Damon, c'est un acteur hollywoodien qui aime très bien sa vie. Et en même temps, on va se dire, OK, là, il va interpréter tel personnage. Enfin, donc, de toute façon, ce pacte, il est tacite, en fait. Il est là. On sait qu'on est presque... Et que finalement... Et je crois que c'est Godard qui disait... Tout fiction était un documentaire, tout une fiction. Alors, c'est vrai que les citations de Godard, on peut toujours en sortir parce qu'il en a laissé beaucoup. Ouais. C'est beaucoup, mais qui résonne aussi toujours beaucoup parce que
Évidemment que chaque film de fiction, c'est déjà un documentaire sur la façon dont on a fait un film de fiction en telle année. Et puis, c'est un documentaire sur la vie de cette année-là. C'est un documentaire sur l'acteur qu'on va voir, enfin, quelle tête il avait à ce moment-là de sa vie. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours été aussi très, très fasciné, admiratif par ces acteurs qui, et à commencer peut-être par Léo, justement, enfin, qui, depuis 400 coups jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusque presque, j'aurais tendance à dire que le film de Albert Serra, La mort de Louis XIV, était presque une espèce de pendant des 400 coups, tout d'un coup. Une sorte de boucle qui se de boucle. boucle qui se boucle, mais où tout d'un coup, on peut se dire, on peut regarder 150 films avec Léo, et alors, en plus, Léo étant un acteur intéressant dans la mesure où lui-même ne joue presque pas, du coup, il joue toujours un peu ce qu'il est, et ce qui ne l'empêche pas d'être un acteur exceptionnel, et que finalement, tous ces films qui ont été faits avec lui, ça aurait été presque un espèce de documentaire sur sa vie, ou en tout cas sur un personnage, sur un portrait, sur comment un visage évolue au cours d'une vie, quoi. Alors, j'ai quelques questions, on va dire, pratiques et pragmatiques à te poser sur le métier de réalisateur. Tout le monde ne le sait peut-être pas, mais tu l'évoquais tout à l'heure, tu étais en première ligne en tant que réalisateur. C'est quand même quelque chose un tournage qui demande beaucoup d'énergie, donc il y a une vraie fatigue physique et mentale au long du tournage. Est-ce que tu te prépares de manière particulière avant un tournage, physiquement ou mentalement ? Ou pas du tout, tu te lances dans l'aventure à corps perdu. Non, je pense que peut-être je devrais davantage me préparer un peu pour tenir bon. Non, jusqu'à présent, ça a toujours été des films qui se sont faits un peu dans une espèce d'énergie. Alors c'est vrai que, pour revenir à la question des lieux, je pense que c'est pas complètement un hasard si, à part Rive, les 3 autres longs métrages que j'ai tournés depuis étaient toujours dans des endroits à l'étranger, en fait, New York, la Bosnie, le Congo, dans la mesure où peut-être, et ça d'ailleurs c'est peut-être un conseil à donner, je sais pas s'il faut donner des conseils. Si tu peux, vas-y, justement. Non, mais c'est vrai que je pense que j'avais peu choisi, ou consciemment choisi de faire de partir dans la mesure où le voyage, en fait, déjà insuffle, je pense, une espèce d'énergie que moi je trouvais propice à celle d'un tournage. C'est-à-dire que l'énergie d'un voyage, de par les découvertes qu'elle va mener, peut-être la façon d'ouvrir aussi les yeux, parce que c'est vrai que si faire un film, c'est porter un regard nouveau ou différent sur un lieu, c'est un peu l'archétype du voyage qui te permet, enfin, de voir des choses que pour la première fois au sens propre. Et je pense, c'est ça, que peut-être l'énergie du voyage, pour moi, elle était bénéfique, en tout cas dans la mesure où elle communiquait l'énergie propice au tournage. Et comment est-ce que tu dors la veille de ton tournage ? Plutôt bien ou tu dors pas, justement ? Je dors pas très bien en général, ni la veille ni le lendemain. En fait, c'est souvent des moments. Trop d'énergie, justement. Oui, et puis tellement de choses à faire, à prendre en considération. Alors c'est drôle, c'est que ça m'arrive souvent justement de faire des espèces de... Il y a des rêves récurrents pendant les tournages où, en fait, la nuit qui suit le tournage d'une scène, je revis la scène en ayant le sentiment qu'elle n'a pas été tournée et qu'il faut la tourner, je sais pas comment faire. Enfin, comme un espèce un écho, un peu cauchemardesque. Et le réveil au matin est souvent... signe de, soulageant. Je me dis, mais ça c'était un cauchemar, la scène a été tournée, mais comme si je la revisitais, la scène, dans une forme d'inquiétude. Moi je sais que je peux avoir une forme d'inquiétude pendant les tournages, qui peut se manifester d'ailleurs parfois par ça m'est arrivé d'avoir même des petits incidents psychosomatiques liés à ça, le plus cocasse étant la veille du premier jour de tournage de mon film de fin d'études dont je te parlais, Solo, le travelling dans l'axe optique, où je m'étais réveillé le matin même avec les paupières des yeux qui avaient très enflé, c'est ce qu'on appelle un chalazion, et qui m'empêchait presque de voir. J'étais devenu presque aveugle, parce que alors heureusement j'arrivais un peu à voir pour faire l'image, pas très pratique, que je cadrais en plus, donc il y avait quelque chose à mon avis d'un point de vue psychanalytique assez intéressant, c'est que je m'étais réveillé aveugle le jour de mon premier tournage. Et ce qui est drôle, c'est que les chalazions, après, alors moi à l'époque je savais pas ce que c'était, et puis depuis j'ai repéré chez les amis autour de moi, souvent la veille d'un truc important, d'une première de théâtre, ou ils se réveillent avec cette paupière enflée comme ça. Mais effectivement, ça peut être le signe d'une forme d'inquiétude. Après, c'est vrai, je pense que, et là on revient à la psychanalyse, mais le psychosomatique, il est intéressant dans la mesure où c'est ton corps qui te parle. Et je pense que c'est une façon aussi c'est bien de l'écouter.
Et du coup, on parle d'inquiétude, mais est-ce que tu as des rituels ou des superstitions particulières en tournage? Des superstitions, Est-ce que tu amènes un gris-gris sur toi? Est-ce que tu as un porte-bonheur? non, Est-ce que non, non, non. tu commences le tournage d'une manière, je sais pas, tu fais un rituel, qui peut être, Non, bah, peut-être je devrais aussi faire ça. J'ai une amie russe, Adèle Shairulova, qui m'avait proposé de jouer dans un de ses courts-métrages et elle avait fait un rituel apparemment qui se fait en Russie, avant les tournages ou alors peut-être que c'est encore une fois, Fantôme de Tarkovsky qui rôde, que j'ai trouvé assez beau. C'est qu'elle avait une tournage, elle cassait une assiette en faïence et chacun des membres de l'équipe avait un petit morceau de l'assiette qu'il gardait avec soi ensuite comme une façon de, je pense, de créer du groupe ou de créer une espèce de... J'avais trouvé ça assez beau, j'ai toujours gardé son petit bout d'assiette qu'elle m'avait donné. Et Adèle qui fait des très beaux films d'ailleurs, là, elle a fait plusieurs films et documentaires là, qui est très intéressant. Alors peut-être voilà, l'assiette cassée, c'est peut-être à cause de ça. c'est une jolie idée en tout cas, hein, très poétique. Alors question pragmatique, qu'est-ce que tu amènes avec toi sur le plateau? Est-ce que tu pars plutôt en mode expédition en haute montagne, trek solo dans les Pyrénées pendant 15 jours, ou est-ce que tu viens les mains dans les poches en te disant: «Je taperai la table régie»? Non, 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 moi c'est pas trop table régie parce que j'ai pas souvent des tables régie. S'il y a pas Et assez d'argent. pas oui, ou en tout cas pas de compte. Enfin, les films que j'ai faits, vraiment, c'est des films qui étaient souvent dans des décors naturels où on était souvent en déplacement. Enfin, à New York, on partait le matin en métro, on tournait en métro. Enfin, la journée de tournage était elle-même déjà un peu une espèce de périple. À Kinshasa, pareil, vu l'intensité et la complexité de se déplacer dans la ville. Enfin, donc, non, non, effectivement, et les deux derniers longs métrages, moi j'étais derrière la caméra, donc en fait mon gris-gris c'était la caméra. Enfin, je partais avec moi avec un sac à dos avec des optiques, des batteries, la caméra à la main et même si bon, j'étais accompagné avec des assistants, etc. Enfin, j'étais plutôt dans une optique de partir la caméra au point. Ouais. Est-ce que c'est une manière pour toi justement de cadrer comme ça, d'être plus proche des acteurs et d'être carrément immergé dans le film, plutôt que ces réalisateurs qui restent derrière des moniteurs, tu vois, un peu loin du plateau? Est-ce que toi, tu as ce besoin de presque physique d'être dans l'incarnation et d'être au sein de la scène? Là, encore une fois, je sais jamais trop quel est l'œuf et la poule. Enfin, là, en l'occurrence, ces deux derniers projets, moi, je filmais aussi parce que on était parti avec des budgets très restreints et voilà, donc ça me permettait moi d'être aussi dans la pratique. Je pense que ça a des avantages, effectivement, d'être vraiment au cœur des choses et d'être directement effectivement dans l'instant, dans ce qu'on filme, dans le champ, dans le hors-champ, voilà, d'être dans la manipulation. Mais peut-être, et là effectivement mes désirs de film, du prochain film là que j'ai en tête, c'est justement de revenir à des choses plus fictionnelles, non pas tant dans le récit, mais dans la fabrication, parce que effectivement, je pense que si en étant un peu plus en retrait, et ben on voit d'autres choses aussi qu'on a peut-être moins le temps de voir quand on est focalisé sur la mise au point, des choses très Oui, concrètes forcément. aussi, où il faut être aussi un peu dans la pratique. Et je pense que ça te libère de la place dans l'observation, dans la pensée, dans la réflexion. J'espère en tout cas, oui, qui ouvre d'autres choses. Donc j'aurais tendance à dire, oui, c'est des choses un peu différentes, à mon avis, avec des avantages variés quoi, en fonction des dispositifs. Une histoire américaine, j'avais commencé avec un chef opérateur, Mauro RC, qui finalement avait dû partir en cours de tournage, où j'avais hérité de la caméra un peu à la fin comme ça. Je suis pas sûr qu'en voyant le film on se rende compte de ça, mais effectivement je m'étais rendu compte que ça m'obligeait à être davantage dans les choses techniques. Alors mais tu vas plus vite aussi, tu n'as pas besoin d'expliquer, c'est que Hmm. il y a quelque chose de l'ordre du... De la spontanéité, Ouais, quoi, en fait. exactement. Ouais. Hmm. Alors, est-ce que tu peux nous partager une ou plusieurs anecdotes de tournage? Je t'oriente. Quel a été ton plus grand défi en tant que réalisateur à ce jour? Ah, alors là, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être le fait de faire des films, c'est un défi du quotidien. Enfin, il y a quelque chose peut-être le plus grand défi, c'est quand un film est terminé, de réussir à trouver l'énergie d'initier le prochain, quoi. Et alors peut-être je fais ça aujourd'hui parce qu'effectivement, là, comme j'ai terminé le vrai du faux, c'est sorti il y a un an et que là, je suis encore dans les préparatifs du prochain. J'ai peut-être ce sentiment-là, mais non, je crois qu'il y a un truc comme ça, que c'est un peu un défi permanent. Si tu m'avais posé la question il y a 2 ans et que j'étais dans le montage du vrai du faux, j'aurais peut-être dit que le défi c'était de réussir à monter un film. Peut-être c'est le montage, enfin surtout quelque chose dans le montage. Moi je sais que c'est peut-être l'endroit où
peut-être parce qu'il y a moins l'urgence. Le tournage, il y a une forme d'urgence qui fait que une fois que c'est lancé. Et puis il y a un côté un peu advienne que pourra, ou pour reprendre la phrase de Truffaut, là, on espère que la diligence va arriver à destination. Le montage, on est un peu extrait de ces temporalités-là. Et moi, je sais que j'ai toujours cette espèce peut-être de névrose ou d'idée, de se dire qu'il y a toujours quelque chose de mieux à trouver ou des choses. C'est vrai que le montage, il y a toujours beaucoup de potentialité, a fortiori sur des films où le film, où justement pour revenir à ce qu'on disait à Valence, l'écriture s'est faite beaucoup au tournage, et donc le moment d'écriture, c'est non plus le tournage, c'est non plus l'écriture en amont, c'est le montage. Et le montage, effectivement, c'est ce moment de se dire qu'est-ce qu'on fait, où on va. Et avec, en plus, moi je sais souvent cette idée de me dire, ah mais il y a peut-être des scènes à retourner, enfin ce désir et peut-être le défi, ça va, oui, alors peut-être pour répondre en 2 temps, peut-être le défi, ça sera de réussir à s'arrêter, à arrêter le montage, à dire ok, le film est fini. Et ça, c'est pas quelque chose de facile. Là, j'ai revu le vrai du faux il y a pas longtemps, lors d'une projection, et tout d'un coup, je me dis, ah, mais ce plan, peut-être j'aurais pas dû le mettre là. Enfin, et parce qu'il y a quelque chose qui est, arrêter un film, c'est aussi, tout d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre d'un deuil. C'est que le film, tant qu'on est en montage, il y a toujours et pour revenir à l'idée du désir d'un film, il y a une espèce d'idée, même si elle est assez abstraite, il y a une forme d'envie, comme ça, d'aspiration. Et tant que le montage n'est pas clos, on peut se dire, cette aspiration, une façon de mieux s'en approcher ou de mieux la raconter. Et le jour où on met le final cut, c'est clairement la fin, et c'est peut-être le deuil aussi de jusqu'où le film aurait pu aller. Et en même temps, je me dis aussi que ce deuil-là, c'est peut-être ça aussi qui peut être moteur d'un prochain film. C'est qu'on se dit, ah bon, bah alors là, j'ai pas complètement réussi à aller jusqu'à l'idée initiale, mais alors peut-être le prochain, ça... Voilà, donc ouais. À la fin du montage et le début du prochain film. Quoi. C'est quoi ton plus beau souvenir de tournage ? J'imagine qu'il y en a plein, mais si tu devais en retenir un. J'aurais plutôt des beaux souvenirs d'après-tournage. Enfin, ça peut aussi être ça. Non, mais typiquement, là, c'est vrai que j'y pense parce que c'était il n'y a pas si longtemps, mais là, le vrai du faux, quand on a été invité à montrer le film à Kinshasa, et que la première projection du film a eu lieu dans cette petite résidence d'artistes où moi j'avais été hébergé, où j'avais justement réussi à tourner en partie le film, batailler pour essayer de trouver ce film. Et que tout d'un coup, je revenais avec le film que je pouvais partager avec tous les gens qui m'avaient aidé, qui en plus n'avaient pas suivi le processus de montage, puisqu'ils étaient tous à Kinshasa, et de revenir avec ce film, qui était aussi une façon oui, à la fois de partage, et puis de remerciement aussi de ces gens qui étaient devenus des amis, qui m'avaient vraiment aidé à faire un film. Et je pense que certains étaient même surpris, parce que quand ils m'avaient vu arriver avec mon ami Amaury Arboul, un Gesson, là, on se dit on va faire un film à la recherche de ce double. Je pense que plusieurs des personnes qui étaient là se sont dit bon, on va les aider, ils ont l'air sympathiques, mais sans forcément se dire, et peut-être moi non plus d'ailleurs, que tout ça aboutirait à un film en tant que tel. Donc de revenir là, de partager ça typiquement, c'est des moments qui sont beaux. Non, oui, et pour répondre de façon peut-être un peu plus précise à ta question, effectivement, peut-être les plus beaux moments, c'est ces moments peut-être de partage. Moi, je crois qu'au fond, sur l'histoire des tournages, il y a quelque chose qui me tient très à cœur, et qui est inhérent d'ailleurs, je pense, au cinéma et au tournage, c'est de travailler en équipe, en fait. Et c'est que justement, c'est un art c'est un métier qui se fait en équipe. Et c'est vrai que le tournage d'un film, c'est sur le moment du tournage, c'est aussi des moments de convivialité, de camaraderie, et il y a ce côté un peu presque de trucs un peu quelque chose qui touche à l'ordre de l'enfance, de se dire on est avec des amis, on peut faire une bêtise tous ensemble, on va s'amuser à faire un truc, et ça, c'est vrai que c'est des moments qui sont précieux. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais dit, parce que finalement, puis les gens avec qui on travaille souvent, une fois que ça se passe bien avec quelqu'un, moi je sais que c'est des gens qui deviennent des amis, donc on a envie de retravailler avec eux parce qu'on aime travailler avec eux, mais c'est aussi tout d'un coup presque une façon aussi de passer du temps avec des amis. Bien sûr. Oui. Ce qui est précieux. Et typiquement, pour revenir à Mauro, cet ami chef opérateur, donc avec qui j'avais travaillé sur plusieurs courts et longs, qui est quelqu'un qui peut avoir beaucoup, beaucoup d'humour. Tout d'un coup, je sais que si je bosse avec lui, ça va être l'occasion d'échanger et de passer un temps de rire aussi, mais qui n'est pas forcément pendant le tournage en tant que tel. C'est peut-être plutôt dans les à côté. Je me souviens une fois à New York, on nous avait prêté une vieille voiture qui marchait pas bien, parce que on s'était rendu compte qu'en métro c'était quand même compliqué de se trimballer avec la caméra, et tout d'un coup notre voiture
tombe en panne à Manhattan et on était avec, donc il y avait Vincent, Mauro, Romain, Sophie, je crois, et on se dit zut, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'un coup, il y a une voiture de police qui arrive, qui nous regarde de façon un peu suspicieuse. Mauro conduisait, il baisse la vitre et puis il parle il parle pas bien anglais, donc il commence à expliquer en anglais qu'on était from Spain, lui est espagnol, avec son accent espagnol, et je voyais les flics qui nous regardaient, Vincent, on commence à... Non, alors sur le coup, personne ne riait, et puis tout d'un coup, les flics voient qu'on n'est pas des malfaiteurs, et ils disent, bon, allez, bon courage, ils s'en vont, et là, on se regarde, et puis il y avait une espèce de... lié aussi un peu à la tension qui redescend d'éclats de rire, et de moments de vie comme ça. Mais ça, ça, je crois que c'est effectivement ce que peut-être le plus précieux, c'est ça, c'est de partager des moments de vie avec des gens qu'on aime bien et avec qui on travaille. Mais le travail, finalement, c'est aussi un moment de partage, quoi. On arrive tout doucement à la fin de cette émission, mais avant de conclure... Pas vu le temps passer. C'est une bonne chose. J'espère que les auditeurs non plus. Je pense qu'ils ne verront pas le temps passer parce que c'était passionnant. On va conclure avec quelques recommandations, ce que je t'ai demandé de préparer. Si tu pouvais recommander à nos auditrices et auditeurs un film, un livre et une bande originale de film, s'il te plaît. Alors, non, mais je vais parler de choses là très actuelles, parce que finalement, je pense que souvent, moi, je sais que les choses qui m'habitent le plus, c'est les choses récentes. Alors, pour eux, peut-être un des films, alors c'est drôle parce que parmi les films récents que j'ai vus qui m'ont vraiment beaucoup touché, il y a celui que j'ai déjà évoqué là, de Alain Guiraudy, La Miséricorde, j'ai trouvé très très beau. Mais dans un autre registre, là, un des films récents là, qui m'a vraiment emporté, c'est le dernier film de Payal Kapadia, All We Imagine As Light, là, qui était cette réalisatrice indienne qui a fait ce film qui a eu un prix à Cannes, je crois, d'ailleurs. Grand prix à Cannes. Grand prix à Cannes. Film qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Justement, peut-être, alors s'il faut faire une synthèse de ce qu'on s'est dit, il y a cette espèce de truc très, très documentaire dans le film où elle raconte vraiment la vie notamment d'une femme infirmière à Bombay, et en même temps, le film, à travers ça, s'envole dans des dimensions beaucoup plus oniriques sur la question du fantôme, etc. Enfin, j'en dirais pas trop, mais c'est vrai que c'est un film qui m'a... De toute façon, je pense que je sais que les films souvent qui me marquent le plus c'est souvent des films qui te donnent envie de faire du cinéma. Je trouve que pour moi c'est un critère souvent assez marquant, c'est que tu sors d'un film qui va te donner une espèce de foi dans le cinéma, alors que souvent des mauvais films te disent mais qu'est-ce que je fais, c'est quoi ça, alors que tout l'inverse, justement, Payal Kapadia. Et je sais pas si tu avais vu le film qu'elle avait fait avant qui s'appelle Tout au long d'une nuit, A Night of Knowing Nothing, qui lui est en l'occurrence justement plutôt documentaire, puisqu'il raconte les mouvements de protestation en Inde contre le régime politique de plus en plus oppressant actuel, et qui raconte justement dans son école de cinéma à Pune comment les étudiants s'organisent pour contrer et transformer cette espèce de lutte en une fête. Enfin, voilà, j'avais vu ce film-là peu de temps avant. Là, je vois son dernier film qui s'aventure plus vers des formes fictionnelles, et que je recommande vivement. Et puis surtout qu'il y a dans la structure, il y a quelque chose qui est très construit de façon assez très ciselée, parce qu'en fait le film, ça c'est des choses que j'aime beaucoup quand les films paraissent un peu confus initialement, et puis tu te rends compte qu'il y a comme une espèce de dynamique intérieure, et qu'en fait le film tend inéluctablement vers un endroit, et du coup plus le film avance, plus... Moi, je sais que structure, en fait, exactement, il prend forme. Et il nous amène à un endroit très précis qui est la fin du film. Donc ça, je recommande ça si ça passe encore au cinéma. En BO, BO. Alors, là, je crois que je l'ai déjà cité, mais c'est vrai que moi j'ai découvert, j'ai pas le découvert, mais je me suis plongé récemment, et c'est une découverte magnifique dans tout le travail de musique de François de Roubaix, dont la musique est accessible sur Spotify. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que certains de ces musiques de films dont j'ai pas vu les films, j'écoute en boucle les morceaux, notamment ce film que j'ai pas vu qui s'appelle Dernier domicile connu, dont la musique est magistrale, et comme quoi, voilà, une belle musique de film. Elle peut exister indépendamment du film dont il est question. Et pour revenir sur François de Roubaix, moi je découvre, en fait, c'est pour ça que j'en parle, mais il a vraiment
expérimenté beaucoup de choses mais très avant-gardistes au moment des années 70, comme ça, avec des choses très mélodiques, en même temps avec des instruments. Enfin, le tout début du numérique, enfin, qui donne des résultats assez sidérants. Et puis en lecture, là, je suis en train de terminer ce livre de Stefan Zweig qui s'appelle Le Monde d'hier. Magnifique livre, où il décrit justement le monde d'hier, enfin, un monde qui disparaît sous les coups de butoir du fascisme dans les années 30-40 à Vienne en Autriche. Et j'y pense parce que je pense que c'est un livre qui peut résonner beaucoup avec des choses que malheureusement on traverse actuellement. Voilà, en espérant que ça ne prenne pas des directions aussi tragiques. Et enfin, pour finir, ton actualité, où est-ce qu'on peut te suivre ? Suivre ton actualité, ton prochain projet par exemple, sur les réseaux, sur ton les site réseaux internet, sociaux, Armel Ostiou. Il y a un site internet armelostiou.com qui raconte un peu les actualités et puis les projections aussi, parce que donc le vrai du faux continue un peu à tourner. Là, il y a une sortie prévue à Londres, en Angleterre, début d'année prochaine, des projections qui vont avoir lieu à New York aussi a priori. Et puis voilà, et puis les cours qui continuent à circuler. Mon dernier court-métrage Estella, qui vient de recevoir le soutien de Cinéma 93, donc il va être projeté aussi prochainement. Super, félicitations. Dans les salles de Cinéma 93, dès qu'on va avoir terminé les derniers points de post-production, mixage et étalonnage. Parfait. Co-réalisation avec une amie, Marielle Espirouane. On salue du coup. Qu'on salue à San José, au Costa Rica. Et qui est-ce que si tu en avais l'opportunité, qui est-ce que tu aimerais entendre à ce micro dans cette émission ? Alors un réalisateur ou une réalisatrice que tu aimerais entendre à ce micro. Écoute, je vais te répondre de façon très intéressée, mais j'ai loupé les interventions de Lucretia Martel à Centre Pompidou, et qui est on parlait des références là, qui est pareil, parmi d'autres, mais vraiment une réalisatrice dont le travail m'a toujours beaucoup inspiré, a commencé dès son tout premier film La Ciénaga, et là j'étais un peu déçu de ne pas réussir à trouver le temps d'aller l'écouter à Centre Pompidou. Donc si jamais Lucretia Martel vient ici, je le souhaite un jour. Ça serait super. Merci beaucoup Armel d'être venu dans ce podcast pour partager ton expérience. Je rappelle à nos auditrices auditeurs que si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça permet d'atteindre une audience un peu plus grande, et puis ça nous permet de soutenir le travail que l'on fait. Je rappelle que toutes les réalisatrices et tous les réalisateurs qui interviennent dans ce podcast interviennent bénévolement sur leur temps personnel. Donc n'hésitez pas aussi à leur envoyer de la force dans les commentaires et à les remercier pour leur investissement. C'est la fin de cet épisode 2. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre en salle. À bientôt. Merci Alban, à bientôt.